Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et à quelle heure. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, plongeons dans ces récits qui frôlent l'inexplicable. L'appel est arrivé à 23h47 un mercredi soir. J'étais déjà au lit, à scroller sur mon téléphone, la télévision diffusant en fond une rediffusion quelconque, quand l'écran s'est illuminé du nom de ma sœur, Chloé. Elle conduisait d'Anchorage à Fairbanks pour un entretien d'embauche dans une entreprise de conseil environnemental. Un trajet de 7 heures qu'elle avait insisté pour faire seule, malgré mes protestations. « Je fais juste une pause rapide », m'a-t-elle dit d'une voix fatiguée. Elle était sur la route depuis 4 heures, quelque part après Canwell, sur la route du parc. La connexion était mauvaise, mais j'entendais le cliquetis des feux de détresse de sa voiture en arrière-plan. Elle m'a décrit un espace de stationnement avec une vue imprenable sur le Denali, même si la nuit était trop noire pour voir la montagne. Je lui ai demandé si elle se sentait en sécurité, seule à cet endroit, si tard. La route du parc est déserte une fois passées les petites villes. Des kilomètres de nature sauvage, sans antenne, sans éclairage, rien que l'obscurité et le passage occasionnel d'un camionneur. Chloé a ri, comme toujours quand je m'inquiétais trop. Il n'y a littéralement personne ici, Jess. Je n'ai pas vu une autre voiture depuis 20 minutes. J'ai entendu sa portière s'ouvrir, le ding-ding d'avertissement parce que les clés étaient encore sur le contact. Elle voulait juste s'étirer les jambes, boire de l'eau, manger une barre protéinée. Je t'enverrai un message quand je repartirai, et encore un quand j'arriverai à Fairbanks. Je lui ai dit de faire attention. Toujours, a-t-elle répondu. Puis la communication a été coupée. J'ai pensé que c'était la couverture réseau défaillante. J'ai repris mon émission, mais je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes, attendant ce message. 15 minutes ont passé. Puis 30. J'ai envoyé un « Tout va bien ?» mais le message n'est pas parti. Rien d'anormal. Le réseau est quasi inexistant sur cette route. Pourtant, une angoisse sourde a commencé à grandir dans ma poitrine. Chloé était toujours méticuleuse pour donner des nouvelles, surtout quand elle savait que je m'inquiétais. À 1h du matin, j'avais appelé 6 fois. Chaque appel basculait directement sur la messagerie, sans même sonner. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que son téléphone était éteint. Peut-être qu'elle avait décidé de faire une pause plus longue. Peut-être même qu'elle avait somnolé un peu. Mais Chloé avait un chargeur de voiture. Elle ne laissait jamais son téléphone mourir. Et elle ne se serait jamais endormie dans un stationnement isolé, au milieu de nulle part. À 2h, j'ai appelé la police d'État de l'Alaska. La standardiste était professionnelle, mais il était clair qu'elle me prenait pour une paranoïaque. « Madame, cela ne fait que quelques heures depuis que vous avez eu de ces nouvelles. » Mais quand j'ai expliqué la situation exacte, Chloé s'était arrêtée près du marqueur kilométrique 185, elle était seule, son téléphone allait directement en messagerie. Le ton de la standardiste a changé. Elle a noté les informations de Chloé, son nom complet, la marque et le modèle de sa voiture, un Subaru Outback argenté de 2016, sa plaque d'immatriculation, ce qu'elle portait en partant, un jean, des bottes de randonnée, sa veste Columbia verte préférée. Elle m'a dit qu'ils enverraient un policier vérifier ce tronçon de route à la prochaine patrouille, vers le lever du soleil. J'ai passé le reste de la nuit sur mon canapé, le téléphone à la main, à surveiller l'heure et à sursauter à chaque notification qui n'était pas de Chloé. L'appel des policiers est arrivé à 7h23. J'ai décroché avant la fin de la première sonnerie. L'officier s'est présenté comme le policier Daniels, et quelque chose dans sa voix m'a glacé. Ils avaient localisé le véhicule de Chloé près du marqueur 186, exactement là où elle l'avait décrit. La voiture était là, la portière du conducteur grande ouverte, les feux de détresse clignotant faiblement, la batterie presque vide. Son sac à main était sur le siège passager, son portefeuille intact. Son téléphone gisait par terre, près de la pédale d'accélérateur, l'écran fissuré comme s'il était tombé. Les clés étaient toujours sur le contact, et quand le policier les a tournées, le moteur a démarré sans problème. Elle avait plus de la moitié du réservoir d'essence. Mais voici ce qui n'avait aucun sens. Le bloc moteur était encore chaud quand ils l'ont trouvé à 7 heures, comme si la voiture avait roulé jusqu'à très récemment. Soit Chloé était partie quelques minutes avant l'arrivée du policier, soit quelqu'un d'autre avait fait tourner le moteur toute la nuit. Le policier Daniels m'a posé des questions pendant que son partenaire fouillait les alentours. Chloé était-elle déprimée? Avait-elle des problèmes avec quelqu'un? Avait-elle mentionné rencontrer quelqu'un? J'avais envie de lui crier que rien de tout cela n'avait d'importance, parce que Chloé n'aurait jamais abandonné sa voiture comme ça. Elle n'aurait pas laissé son sac. Elle n'aurait pas laissé son téléphone.
Et elle n'aurait surtout pas laissé la portière ouverte avec les clés sur le contact. Le policier a dit qu'il vérifiait les environs immédiats. D'un côté de l'aire de stationnement, il y avait la forêt, et de l'autre, une pente raide menant à un ruisseau. Il a promis qu'une équipe de recherche avec des chiens serait sur place dans l'heure. J'ai dit que j'étais déjà en route, que j'y serais dans 4 heures. Il a essayé de me dissuader, disant que je devrais l'attendre près de mon téléphone au cas où Chloé appellerait, mais j'avais déjà attrapé mes clés. Avant de raccrocher, il m'a demandé ce que portait Chloé. Quand j'ai mentionné la veste Columbia verte, il y a eu un silence. Nous avons trouvé une veste dans la voiture. Columbia. Verte. Elle était soigneusement pliée sur la banquette arrière. Le trajet jusqu'à ce stationnement a été les 4 heures les plus longues de ma vie. J'ai appelé tout le monde, nos parents en Floride, la colocataire de Chloé à Anchorage, son ex-petite amie Nathan, avec qui elle était restée amie, même son patron au magasin d'articles de plein air où elle travaillait à temps partiel. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis la veille après-midi. Nathan a mentionné quelque chose qui m'a serré la poitrine. Chloé l'avait appelé vers 21h, quelques heures avant de m'appeler, et elle semblait bizarre. Pas triste, exactement, mais distraite. Elle lui avait posé une question étrange. « Est-ce que tu te souviens de cette fois où on a campé près du Denali et où on a entendu ses voix dans la forêt, la nuit ?» Quand il a répondu « oui », c'était probablement d'autres campeurs. Elle s'était tue, puis avait changé de sujet. Il n'y avait pas prêté attention sur le moment, mais maintenant, cela semblait significatif. Quand je suis arrivé au marqueur 186, il y avait 3 véhicules de policiers, un fourgon de secours et 2 PQPS appartenant à des bénévoles de Canwell. Le stationnement était exactement comme Chloé l'avait décrit. Une large zone gravillonnée creusée sur le côté de la route, assez grande pour 4 ou 5 voitures. Son Subaru était toujours là, maintenant entouré de cônes oranges. J'ai couru vers la voiture, mais un policier m'a arrêté avant que je ne puisse toucher à quoi que ce soit. Il la traitait comme une scène de crime. D'où je me tenais, je pouvais voir son gobelet de voyage dans le porte-gobelet, encore à moitié plein de ce qui ressemblait à du café froid. Un sac de mélange montagnard renversé sur le plancher arrière. Son sac de couchage roulé avec son sac de nuit. Tout semblait si normal, comme si elle venait de s'éloigner une seconde. Les équipes de recherche étaient dispersées dans les bois, appelant son nom. Les chiens avaient repéré son odeur menant de la voiture vers la lisière de la forêt, mais elle s'arrêtait brusquement à environ 9 mètres de là. Comme si elle avait disparu dans le néant. L'un des maîtres chiens, un homme plus âgé nommé Bill, m'a pris à part et m'a dit quelque chose qui me hante encore. En 40 ans de métier, je n'ai jamais vu une piste s'arrêter comme ça. D'habitude, elle mène à un arbre, à de l'eau, ou à un véhicule. Mais là, c'est comme si elle avait cessé d'exister à cet endroit. Ils ont cherché pendant 3 jours. Des hélicoptères ont survolé la région en quadrillage. Des plongeurs ont inspecté le ruisseau, bien qu'il ne fasse que 90 cm de profondeur à son point le plus bas. Des bénévoles ont marché côte à côte sur des kilomètres de forêt. Ils ont apporté du matériel spécial, caméras thermiques, radars pénétrant le sol, tout. Le FBI s'est même impliqué en raison des circonstances étranges. Le 2e jour, ils ont trouvé quelque chose que personne n'a pu expliquer. À environ 400 mètres du stationnement, plus profondément dans les bois que quiconque pensait que Chloé aurait pu aller à pied dans le noir, ils ont trouvé ses bottes de randonnée. Pas jetées, mais posées délibérément côte à côte sur une souche, les lacets toujours noués. Les chaussettes étaient soigneusement rangées à l'intérieur de chaque botte. Aucune empreinte ne menait à cet endroit, ni n'en partait, ce qui n'avait aucun sens car le sol était mou à cause des pluies récentes. L'équipe médico-légale a pris des photos sous tous les angles, tout mesuré, mais n'a pas pu expliquer comment ces bottes étaient arrivées là sans laisser une seule trace dans la boue. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. L'équipe médico-légale qui analysait la voiture de Chloé a découvert quelque chose d'inhabituel concernant son téléphone. Oui, il était fissuré. Mais quand ils ont réussi à le rallumer, ils ont découvert qu'entre 23h47, quand elle m'a appelé, et 2h47 du matin, le téléphone avait pris 73 photographies. Tout était complètement noir. Pas sombre comme des photos de nuit, mais uniformément noir. Même si le flash s'était déclenché pour chacune, les métadonnées montraient qu'elles avaient été prises à des intervalles allant de 30 secondes à 12 minutes. Le GPS du téléphone montrait qu'il n'avait pas bougé de ce stationnement pendant ces 3 heures. La dernière photo avait été prise à 2h47, puis plus rien. La batterie avait encore 31% de charge quand ils l'ont retrouvée. Son historique d'appels montrait 17 appels manqués d'un numéro inconnu entre minuit et 2 heures. Tous provenant d'un numéro qui n'existait pas quand ils ont essayé de le retracer. La compagnie téléphonique n'avait aucune trace de ces appels dans son système, mais ils étaient bien là sur le téléphone de Chloé. Chacun durant exactement 7 secondes. Le 4e jour, les recherches ont été abandonnées.
Le rapport officiel classe Chloé comme personne disparue, le dossier toujours ouvert mais non activement enquêté. La théorie des policiers était qu'elle avait une crise mentale, s'était enfuie dans les bois et avait succombé aux éléments. Ils ont suggéré qu'elle avait peut-être été prise en stop par quelqu'un, bien qu'aucun véhicule n'ait été capté par les caméras de la route pendant cette fenêtre de temps. Mais rien de tout cela n'explique les bottes, les photos, les appels impossibles, ou comment son odeur s'est simplement arrêtée. J'ai engagé un détective privé qui a passé 2 mois sur l'affaire. Il a découvert quelque chose que la police avait manqué ou peut-être simplement refusé de reconnaître. Au cours des 5 années précédant la disparition de Chloé, il y avait eu 6 autres cas de personnes disparues le long de ce même tronçon de la route du parc. Des années différentes, des saisons différentes, mais tous entre les marqueurs kilométriques 180 et 190. Tous étaient des personnes voyageant seules. Tous les véhicules avaient été retrouvés avec les moteurs encore chauds, les portes ouvertes, les effets personnels intacts. Aucun d'eux n'a jamais été retrouvé. Je conduis encore parfois sur ce tronçon de route. Je sais que je ne devrais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me gare au même stationnement et me tiens là où la voiture de Chloé a été trouvée, presque 6 ans après sa disparition. J'y étais vers minuit, à la même heure où elle m'avait appelé cette nuit-là. J'allais partir quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai répondu, mais il n'y avait que le silence, pas un silence mort, mais un silence où l'on entendait comme le vent dans les arbres, mais différent, plus creux. L'appel a duré exactement 7 secondes avant de se couper. Quand j'ai regardé mon téléphone, il n'y avait aucune trace de l'appel dans mon historique. Je suis rentré chez moi et je n'y suis pas retourné depuis. Mais parfois, tard le soir, mon téléphone s'allume avec une notification qui disparaît immédiatement. Et je sais que c'est Chloé qui essaie de me dire quelque chose sur ce qui s'est passé au marqueur 186. J'ai accepté que je ne saurais jamais ce que c'est. Le fait de ne pas savoir est pire que le deuil. Au moins, avec le deuil, il y a une fin. Epilogue mystique. Les nuits où la lune est voilée, certains habitants des villages voisins racontent avoir vu une silhouette en veste verte, debout au bord de la route, comme si elle attendait un signe. Les chiens hurlent vers les bois, et les radios des policiers captent parfois des fragments de voix, toujours les mêmes 7 secondes de silence chargé. La plupart des gens dans ma ville connaissaient mon frère Jason comme le gars capable de naviguer sur n'importe quel sentier les yeux fermés. Il faisait de la randonnée depuis l'âge de 12 ans, avait gravi tous les sommets majeurs dans un rayon de 500 km, et tenait un journal détaillé de chaque trek qu'il avait jamais fait. Le matin du 8 novembre 2016, il a envoyé à notre groupe familial une photo de ses bottes de randonnée à côté de son vieux Ford Ranger cabossé, avec le message « Croc passe aujourd'hui. Solo. Je devrais être de retour avant le dîner. » Ce fut la dernière fois que l'un de nous a eu de ces nouvelles. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes me tient encore éveillé la nuit. Non pas à cause de ce que nous avons trouvé, mais à cause de ce que nous n'avons pas trouvé, et du détail qui n'avait aucun sens pour les équipes de secours qui ont peigné cette montagne. J'étais assis dans mon appartement à Anchorage, en train de corriger des copies pour ma classe de sciences de 8e année, quand ma mère a appelé vers 21 h ce soir-là. Jason n'était pas rentré, ne répondait pas à son téléphone, et mon père était déjà parti vérifier si son camion était toujours au départ du sentier. Il y était. Les portes étaient verrouillées, ses fournitures d'urgence toujours à l'arrière, et des traces de pneus fraîches dans le gravier montraient qu'il était arrivé ce matin-là, comme il avait dit. Mon père a mentionné que la température chutait rapidement, déjà en dessous de -7 degrés Celsius, et que Jason n'avait emballé que pour une randonnée d'une journée. D'ici le moment où j'ai rejoint la maison de mes parents, ma mère avait déjà appelé les Rangers, et nous organisions tous ceux que nous connaissions pour aider aux recherches. Les premiers intervenants nous ont dit d'attendre jusqu'au matin, que Jason connaissait ses sentiers mieux que quiconque et avait probablement décidé de camper. Mais quelque chose dans mes tripes me disait que c'était différent. À la première lueur du jour, une trentaine de personnes se sont rassemblées sur le parking du départ du sentier. La coordinatrice des secours, une femme aguerrie nommée Diane, qui faisait ce métier depuis 20 ans, nous a divisés en groupes de 4 et nous a assigné des sections du sentier. Mon groupe a eu les 3 premiers kilomètres, la partie la plus facile, ce qui avait du sens puisque je n'étais pas un randonneur expert comme Jason. La neige de la nuit précédente avait laissé environ 5 cm de poudreuse fraîche sur le sol. Et c'est là que nous avons trouvé la première chose qui a fait taire tout le monde. Les empreintes de Jason étaient claires comme de l'eau de roche. Ces semelles distinctives de Salomon qu'il portait toujours. Il montait le sentier à un rythme régulier. On pouvait voir où il s'était arrêté pour ajuster son sac, où il s'était écarté pour laisser passer quelqu'un, où il s'était probablement arrêté pour prendre une photo au belvédère. Suivre ses traces était comme lire son matin en détail parfait. Chaque pas préservé dans la neige, comme s'il les avait laissés quelques minutes plus tôt. La partie étrange a commencé vers le marqueur kilométrique 2.
Les traces de Jason sont soudain devenues erratiques, comme s'il avait commencé à trotter, puis à sprinter. Sa foulée avait presque doublé. Mais voici ce qui n'avait aucun sens. Il n'y avait aucune autre trace autour des siennes. Rien ne le poursuivait, pas d'empreintes d'animaux, pas de signe d'une autre personne. Juste les bottes de Jason frappant le sol plus fort et plus vite, déviant du sentier principal vers la lisière de la forêt. Nous les avons suivis à travers les pins, les branches montrant encore où il avait poussé son chemin, jusqu'à ce que nous atteignions une petite clairière à environ 50 mètres du sentier. Et c'est là que tout s'est simplement arrêté. Ces empreintes menaient droit au centre de cette clairière, peut-être 6 mètres de large, puis plus rien. La neige au-delà était complètement intacte, comme s'il avait cessé d'exister en plein élan. Pas de retour en arrière, pas de signe qu'il ait grimpé à un arbre, pas de perturbation dans la canopée neigeuse au-dessus. Diane est restée là 1 minute entière, faisant le tour de cette clairière, vérifiant et revérifiant ce que nous voyons tous. L'équipe de recherche a passé toute la journée à peigner chaque centimètre de cette montagne. Des chiens ont été amenés, et ils ont suivi l'odeur de Jason jusqu'à cette même clairière avant de devenir fous, gémissant et tournant en rond comme s'ils avaient heurté un mur invisible. Un hélicoptère avec imagerie thermique a survolé en quadrillage jusqu'à la nuit, repérant des cerfs, quelques ours noirs en hibernation pour l'hiver, mais aucune signature thermique qui aurait pu être Jason. La police d'État est arrivée vers midi et a immédiatement commencé à traiter l'affaire comme une scène de crime. Même s'il n'y avait aucune preuve de jeu de vilainie, ils ont pris des photos de chaque empreinte, mesuré la longueur des foulées, analysé le schéma de ses mouvements. Un détective n'arrêtait pas de demander si Jason avait des ennemis, s'il devait de l'argent à quelqu'un, s'il s'était comporté étrangement récemment. Mais Jason était le gars le plus droit que vous puissiez rencontrer, kinésithérapeute, entraîneur de petite ligue le week-end, en train de planifier son mariage avec sa petite amie Amy pour le printemps suivant. La seule chose inhabituelle que quelqu'un se souvenait était que Jason avait mentionné avoir vu d'anciens repères de relevés lors de sa dernière randonnée à Crowpass, le genre utilisé dans les années 1960 pour des études géologiques. Mais cela ne semblait guère pertinent. Le deuxième jour, l'histoire avait fait les nouvelles locales, et des bénévoles affluaient d'Anchorage, de Girdwood, même certains de Fairbank. L'armée a envoyé une unité de secours spécialisée dans l'Arctique, et quelqu'un a apporté un radar pénétrant le sol pour vérifier s'il était tombé dans une crevasse ou une grotte de neige cachée. Ils n'ont rien trouvé. La clairière est devenue le centre de commandement, avec des enquêteurs étudiant chaque centimètre de terrain. C'est alors qu'un des gars de la police scientifique a remarqué quelque chose qui a fait repenser tout le monde à ce que nous affrontions. La neige dans les dernières empreintes de Jason avait une qualité inhabituelle. Elle était compressée différemment de ses autres traces, plus dense, comme si elle avait été soumise à une pression énorme. Ils ont prélevé des échantillons et ont trouvé des microbilles de verre dans la neige, le genre qui ne se forme que sous une chaleur extrême. Mais il n'y avait aucune marque de brûlure, aucune végétation endommagée, aucune preuve d'une source de chaleur, juste ces minuscules perles de verre mélangées à la neige là où les traces de Jason s'étaient arrêtées. Le troisième jour, Amy est arrivée sur le site de recherche avec quelque chose qui a tout changé. Elle avait fouillé le bureau de Jason à la maison, désespérée de trouver un indice, et avait découvert un dossier qu'il avait caché derrière son classeur. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés et des documents concernant quelque chose appelé Projet Greenlight, datant des années 1960. Les papiers décrivaient des tests atmosphériques menés à Crowpass, une sorte de recherche militaire sur les impulsions électromagnétiques et leurs effets sur les schémas météorologiques. Jason avait apparemment fait des recherches sur ce sujet pendant des mois, recoupant d'anciens dossiers militaires avec des relevés géologiques. Il y avait des photos qu'il avait prises de ses repères de relevés, des notes sur des lectures magnétiques inhabituelles de sa boussole, et une carte où il avait marqué plusieurs emplacements avec des X rouges. La clairière où ces traces s'étaient arrêtées était encerclée 3 fois à l'encre noire avec une note de l'écriture de Jason. Point source, novembre 1967. Incident, 2 chercheurs disparus, jamais retrouvés. Amy a dit que Jason était devenu obsédé par ses découvertes récemment, mais qu'il ne voulait inquiéter personne. Il pensait que les gens le prendraient pour un paranoïaque. La réaction militaire à ces documents a été immédiate et troublante. En moins de 2 heures après qu'Amy les ait montrés à la police d'État, tout le sentier a été fermé aux civils. Des personnes en combinaison de protection sont arrivées et ont établi un périmètre autour de la clairière. Ils ont apporté du matériel que je n'avais jamais vu. De grands panneaux qui ressemblaient à des antennes paraboliques, des machines qui bourdonnaient avec une fréquence basse que l'on pouvait sentir dans sa poitrine. Ma famille a été priée de rentrer chez elle, que des professionnels s'en occupaient maintenant. Mais je suis resté caché dans les arbres avec les jumelles de chasse de mon père, les regardant travailler toute la nuit. Ils prélevaient des carottes de sol, installaient des capteurs selon un schéma de grille précis. Vers minuit, l'une de leurs machines a commencé à s'emballer, les lumières clignotant en rouge, ce bruit de bourdonnement devenant de plus en plus fort jusqu'à devenir presque insupportable. Puis,
Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui me fait encore douter de mes propres yeux. L'air au centre de la clairière semblait onduler comme des vagues de chaleur sur l'asphalte brûlant, sauf qu'il faisait -9 °C. La neige à l'endroit exact où les traces de Jason s'étaient arrêtées a commencé à tourbillonner vers le haut en une spirale parfaite, défiant la gravité avant de retomber brusquement. Le lendemain matin, l'histoire officielle a complètement changé. Les nouvelles ont rapporté que Jason avait été retrouvé souffrant d'hypothermie sévère près d'un poste de rangée à 24 km au nord de l'endroit où nous avions cherché. Ils ont dit qu'il s'était désorienté dans la neige, s'était éloigné du sentier et avait survécu en construisant un abri de neige. Mais voici le problème. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, la personne dans ce lit n'était pas mon frère. Enfin, physiquement, si. Même cicatrice au menton d'un accident de vélo quand nous étions enfants. Même tatouage de coordonnées de montagne sur son poignet. Il connaissait même des choses que seul Jason pouvait savoir. Mais quelque chose de fondamental était différent. Il parlait d'une manière mesurée, prudente, comme s'il traduisait des pensées d'une autre langue. Ses yeux se fixaient sur des espaces vides dans la pièce, suivant quelque chose d'invisible. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé dans la clairière, ce qui s'était passé quand ces traces s'étaient arrêtées, il m'a simplement regardé longuement avant de dire « Je marchais, puis je marchais quelque part ailleurs, puis je marchais en arrière. » Le médecin a dit que le traumatisme et l'hypothermie pouvaient causer des changements de personnalité, des trous de mémoire, mais Amy le savait aussi. Elle a rompu leur fiançailles une semaine plus tard. C'est comme regarder Jason à travers du verre givré, a-t-elle dit. Ce qui m'a vraiment convaincu que quelque chose d'impossible s'était produit, c'est quand je suis retourné en cachette à la clairière 2 semaines plus tard, avant que la neige ne fonde. L'équipement militaire avait disparu, mais ils avaient laissé des marqueurs dans le sol, de petits poteaux métalliques disposés en un cercle parfait. J'ai apporté ma propre boussole, et comme les notes de Jason le décrivaient, elle tournait follement près du centre. Mais la partie vraiment terrifiante était ce que j'ai trouvé enterré dans la neige. La montre de Jason, la montre GPS qu'il n'emportait jamais sans elle en randonnée. Toujours en marche, gardant l'heure parfaite. Sauf que selon son journal de données, elle avait enregistré Jason marchant pendant 11 jours consécutifs après sa disparition, couvrant plus de 300 miles, atteignant des altitudes qui n'existent ni à Crowpass ni nulle part en Alaska. Le trajet sur le GPS ressemblait à celui de quelqu'un marchant dans l'espace vide, se déplaçant en 3 dimensions sans tenir compte du terrain réel. Quand j'ai montré la montre à Jason, il a regardé longuement, puis a effacé toutes les données et me l'a rendue. Certains sentiers ne sont pas faits pour être cartographiés, a-t-il dit. Et ce fut la dernière fois qu'il en a jamais reparlé. Jason a démissionné de son poste de kinésithérapeute 6 mois plus tard, a vendu sa maison et acheté une petite cabane près de la frontière canadienne. Il ne fait plus de randonnée, ne conduit même plus près d'un départ de sentier. Les quelques fois où je lui ai rendu visite, j'ai trouvé des carnets remplis d'équations que je ne comprends pas, des diagrammes de pliage dimensionnel, des références à quelque chose qu'il appelle les espaces intermédiaires. Il a commencé à correspondre avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Une femme de Norvège disparue pendant 3 jours dans un fjord. Un ranger de parc du Montana ayant perdu une semaine dans le parc national de Glacier. Tous retrouvés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être. Tous changés de manière qu'ils ne peuvent expliquer. Ils partagent des coordonnées, des dates, des conditions atmosphériques, cherchant des schémas. Jason m'a montré une carte où il avait marqué chaque incident qu'il avait pu vérifier. Il y en a des centaines, regroupés autour de caractéristiques géologiques spécifiques, beaucoup près d'anciens sites d'essais militaires. Il croit que les tests des années 1960 n'ont pas créé des armes, mais ont accidentellement ouvert quelque chose, créé des points faibles dans la réalité où les gens peuvent glisser. L'armée le sait, surveille ces lieux, mais ne peut fermer ce qu'elle ne comprend pas. Le sentier de Crowpass a rouvert au public l'été dernier avec un nouvel itinéraire qui contourne complètement cette clairière. Ils ont dit que c'était pour des améliorations du sentier, mais j'ai vu les images satellites. Il y a maintenant une installation permanente là-bas, déguisée en station météo. Jason m'a envoyé un dernier email avant d'arrêter complètement d'utiliser la technologie. Juste des coordonnées et une date. L'emplacement et l'heure exacte de sa disparition. Quand j'ai vérifié les dossiers militaires qu'Amy avait trouvés, cette date correspondait à un test appelé Echo Green Light en 1967, décrit comme une expérience réussie de résonance dimensionnelle. Les 2 chercheurs disparus lors de cet incident ont été retrouvés 3 semaines plus tard dans un hôpital au Japon, sans souvenir de leur arrivée, parlant en équations pendant des jours avant de revenir à la normale. Aucun des 2 ne s'est jamais complètement remis. Je pense à Jason tous les jours, à qui ou quoi est revenu de cette montagne. Il semble content dans son isolement, mais parfois, quand nous parlons au téléphone, je l'entends s'arrêter en plein milieu d'une phrase, comme s'il écoutait quelque chose de loin, et il chuchotera « il marche à nouveau » avant de raccrocher.
Je ne fais plus de randonnée non plus. Epilogue Mystique. Les nuits de vent, les habitants des vallées voisines entendent parfois des pas résonner dans les clairières, comme si quelqu'un ou quelque chose arpentait les limites entre les mondes. Les boussoles s'affolent, et les animaux fuient ces zones comme si une présence invisible les effrayait. J'avais 17 ans cet été-là, un autre gamin de Juneau, essayant de profiter au maximum de ces heures de lumière interminables que nous avons en juillet. Mon père tenait une petite quincaillerie en centre-ville, et je passais la plupart de mes jours de semaine à l'aider à remplir les étagères et à mélanger de la peinture pour les touristes qui avaient décidé que leur location de vacances avait besoin d'un coup de neuf. La vie était prévisible, calme même, jusqu'à ce samedi où tout a basculé. Mon pote Connor venait tout juste d'avoir son permis, et le vieux Chevy Silverado de son grand frère est devenu notre ticket pour la liberté. Nous parlions d'aller jeter un œil à l'entrée de l'ancienne mine Persévérance depuis des semaines, depuis que l'oncle de Connor en avait parlé lors d'un barbecue. La mine était fermée depuis les années 1920, et les locaux mettaient toujours en garde les enfants pour qu'ils s'en éloignent. Sol instable, disait-il. Résidus de dynamite, gaz toxique. Mais quand on a 17 ans et qu'on se sent invincible, ces avertissements ne font que rendre l'endroit plus attrayant. Nous étions 5 entassés dans ce camion, moi, Connor au volant, sa petite amie Madison sur le siège passager, et mes amis Lucas et Kai serrés à l'arrière avec moi. La route était rude, tout en gravier et en nid de poule, serpentant à travers une épaisse forêt d'épicéas pendant environ 40 minutes avant d'atteindre le départ du sentier. Connor a garé le camion dans une petite clairière où l'ancienne route minière se poursuivait autrefois, maintenant envahie par des orties et des aulnes. Nous avons attrapé nos lampes torchées. Connor en avait de puissantes à LED qu'il avait empruntées sur le chantier de construction de son père, et nous avons commencé à marcher vers le sentier. L'entrée n'était pas difficile à trouver. C'était comme une bouche noire béante dans le flanc de la montagne, peut-être 2,5 mètres de haut et tout aussi large, avec des rails métalliques rouillés encore visibles à l'intérieur. Quelqu'un avait peint « Défense d'entrée » sur une barrière en bois qui, depuis longtemps, avait pourri et était tombée sur le côté. La température a chuté d'au moins 15 degrés Celsius dès que nous avons franchi le seuil, et notre souffle sortait en petites bouffées blanches qui dansaient dans les faisceaux des lampes torchées. Les parois du tunnel étaient lisses et humides, et tous les 6 mètres environ, de épaisses poutres de soutien en bois traversaient au-dessus de nous, la plupart noires de pourriture et affaissées au milieu. Connor ne cessait de faire des blagues sur les éboulements pour faire peur à Madison, qui lui donnait un coup de poing dans le bras à chaque fois. Mais je pouvais dire qu'il commençait à être nerveux, lui aussi, plus nous avancions. À environ 60 mètres de l'entrée, le tunnel principal se divisait en 3 passages différents. Lucas voulait nous séparer, disant que nous pourrions couvrir plus de terrain ainsi, mais Kai a immédiatement mis fin à cette idée. « On reste ensemble », a-t-il dit. Nous avons pris le tunnel du milieu, qui descendait en pente douce. Et c'est là que nous avons commencé à voir des choses qui n'auraient pas dû être là. D'abord, ce n'étaient que des canettes de bière vides, probablement laissées par d'autres ados assez courageux ou assez stupides pour venir ici. Mais ensuite, la lampe torche de Madison a éclairé quelque chose de métallique contre le mur. En nous approchant, nous avons réalisé que c'était une montre-bracelet, qui avait l'air chère, et qui continuait à fonctionner malgré l'humidité. Connor l'a ramassée et a essuyé le cadran avec sa chemise. C'était une Tag Heuer, valant facilement quelques milliers de dollars. Cela aurait dû être notre premier vrai signal d'alarme, mais nous étions trop pris par l'aventure pour réfléchir clairement. 50 mètres plus loin dans le tunnel, Kai a repéré quelque chose de roulé dans une alcôve sur notre gauche. C'était une veste North Face, rouge vif, à peine sale. Elle ne devait pas être là depuis plus de quelques semaines. Madison a ouvert les poches et y a trouvé un portefeuille. Un permis de conduire de l'État de Washington au nom d'un certain Bradley Thorne, 32 ans. Une carte de crédit était toujours là. 80 $ en liquide. Lucas a trouvé une autre veste à proximité, un imperméable noir Columbia, et en dessous, un sac à dos violet avec des manuels universitaires à l'intérieur. Le nom écrit sur la couverture avant était Jennifer Wang, et il y avait une carte d'étudiant de l'université de Washington datée de seulement 3 mois plus tôt. Nous étions là, dans les faisceaux dansants des lampes torchées, à nous passer ces objets, et les blagues ont complètement cessé. Ce n'étaient pas des artefacts de décennies passées. Des gens étaient venus ici récemment, et ils étaient partis si vite qu'ils n'avaient même pas pris leur portefeuille. Madison voulait partir sur le champ, et honnêtement, j'étais d'accord avec elle. Mais Connor a insisté pour aller un peu plus loin, peut-être découvrir ce qui était arrivé à ces gens. Kai a suggéré de prendre des photos des pièces d'identité et de les signaler à la police plus tard, ce qui semblait raisonnable. Nous avons continué dans le tunnel, nos pas résonnant étrangement dans l'obscurité, et l'air est devenu plus épais, plus moisi. 100 mètres plus loin, le tunnel s'ouvrait sur une chambre plus grande, peut-être 9 mètres de large,
avec plusieurs passages se ramifiant dans différentes directions. Nos lampes torchées ont balayé l'espace, révélant plus d'objets abandonnés éparpillés autour. Des sacs de couchage toujours déroulés. Un réchaud de camping avec une boîte de haricots à moitié cuite, figée sur le dessus. Plus de sac à dos, même une paire de bottes de randonnée posées soigneusement côte à côte, comme si quelqu'un venait de les enlever pour la nuit. Lucas a compté au moins 7 ensembles d'affaires différentes, toutes appartenant à des personnes différentes, à en juger par la variété des styles et des tailles. Le pire, c'était ce carnet que nous avons trouvé près de l'un des sacs de couchage. Madison l'a ramassé et a commencé à lire à voix haute, mais sa voix est devenue de plus en plus faible à chaque mot. Jour 3. Ils viennent la nuit. On peut les entendre dans les murs. Bradley pense qu'on devrait essayer de fuir, mais Jennifer dit qu'il surveille l'entrée. Les grattements deviennent plus forts. L'entrée s'arrêtait en plein milieu d'une phrase, et les pages suivantes avaient été arrachées. Connor a pris le carnet des mains de Madison et l'a feuilleté. Plus d'entrées, des écritures différentes, comme si plusieurs personnes l'avaient utilisé. Une page n'avait que le même mot écrit encore et encore. Dedans, 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 dedans. Une autre avait ce qui ressemblait à une carte grossière du système de tunnel, avec des X à divers endroits et des flèches pointant plus profondément dans la montagne. En bas, quelqu'un avait écrit en lettres majuscules « ILS vivent dans les galeries profondes. Ne les laissez pas savoir que vous êtes-elle accent grave ». Ma poitrine s'est serrée en lisant cela, et j'ai réalisé que nous nous étions tous rapprochés instinctivement, nos faisceaux de lampes torches balayant nerveusement les bouches sombres des tunnels autour de nous. C'est alors que nous l'avons entendu. Un son qui ne venait clairement d'aucun de nous. Il provenait de l'un des tunnels plus profonds. Un bruit rythmé de grattement, comme du métal traîné sur de la roche. Puis il s'est arrêté. Nous avons tous retenu notre souffle, écoutant, et après peut-être 10 secondes, nous l'avons entendu à nouveau, mais d'un tunnel différent, plus proche. Connor a chuchoté qu'il fallait partir immédiatement, et personne n'a protesté. Nous avons commencé à reculer vers le tunnel par lequel nous étions venus, essayant de bouger silencieusement mais rapidement. Le bruit de grattement est revenu, et cette fois, il a été suivi par autre chose. Un bruit humide de traînage, comme quelqu'un marchant dans la boue pieds nus. Madison a attrapé le bras de Connor si fort qu'il a lâché sa lampe torche, qui a roulé par terre, le faisceau tournant follement avant de s'arrêter, la lumière pointant directement vers l'un des passages sombres. Pendant une seconde, j'ai juré avoir vu quelque chose bouger là-bas, se retirant dans les ombres. Pas un animal. Le mouvement était trop délibéré, trop calculé. Ça savait que nous regardions. Nous avons couru. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Nous nous sommes simplement retournés et avons sprinté vers le tunnel. Nos lampes torchées rebondissaient follement, créant des ombres folles sur les murs. Derrière nous, le bruit de grattement s'est multiplié, comme si ce qui le produisait avait des amis, et qu'ils bougeaient tous maintenant. Lucas a trébuché sur quelque chose et est tombé lourdement, s'écorchant les paumes sur le sol rugueux, mais Kai et moi l'avons relevé sans même nous arrêter. La bifurcation dans le tunnel où nous avions fait notre premier choix est apparue devant nous, et nous avons viré à gauche, sprintant vers ce cercle de lumière lointaine. Madison Plurate. Connor jurait entre ses dents, et j'entendais ma propre respiration haletante résonner contre les murs. L'entrée semblait si loin, mais nous avons poussé plus fort, nos jambes brûlant, nos poumons hurlant pour de l'air. Quand nous avons finalement jailli dans la lumière de l'après-midi, nous n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous atteignions le camion. Nous nous sommes tous entassés contre lui, haletants et tremblants. Connor a tâtonné pour ses clés, les mains tremblant si fort qu'il les a laissées tomber 2 fois avant de parvenir à les sortir de sa poche. Mais quelque chose n'allait pas. Le camion penchait d'un côté. Et quand nous avons fait le tour pour regarder, les 4 pneus avaient été crevés. Pas seulement perforés, mais absolument déchirés avec de longues entailles qui allaient jusqu'à la jante. Les sièges en vinyle, visibles à travers les fenêtres, avaient été déchirés. Le rembourrage était éparpillé partout, comme si quelqu'un les avait attaqués avec un couteau dans un accès de rage. Connor a essayé ses clés quand même, désespéré, mais elles n'entraient même plus dans le contact. Quelqu'un avait enfoncé quelque chose dans la serrure et l'avait cassé à l'intérieur. Le capot était ouvert, et quand Lucas a vérifié, la moitié des composants du moteur manquaient ou étaient détruits, les tuyaux coupés, les câbles de la batterie sectionnés. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. Quelqu'un avait méthodiquement fait en sorte que nous ne puissions pas partir. Madison a commencé à hyperventiler et Kai essayait d'avoir du réseau sur son téléphone, marchant en cercle avec le téléphone tenu au-dessus de sa tête. Mais nous savions tous qu'il n'y avait pas de couverture ici. Nous étions à 40 minutes de la ville en voiture, et cela supposait que nous ne nous perdions pas sur les routes forestières non marquées. Le soleil commençait déjà à descendre vers les montagnes. Peut-être 3 heures de lumière du jour au maximum. Connor continuait à dire que nous devrions commencer à marcher, suivre la route en arrière.
Mais Madison a souligné ce que nous pensions tous. Celui qui avait fait ça au camion était probablement encore dans les parages, à nous observer, à attendre. Il savait que nous étions entrés dans la mine, savait que nous avions trouvé ces choses, et voulait s'assurer que nous ne puissions pas le dire à quiconque. Lucas a suggéré de retourner à l'entrée de la mine, peut-être trouver un autre chemin à travers la montagne, mais cette idée est morte dès qu'il a prononcé à voix haute. Nous n'allions pas retourner là-bas. Pas après ce que nous avions entendu. Nous nous tenions donc là, près du camion détruit, 5 adolescents au milieu de nulle part, essayant de décider de notre prochain mouvement. Pendant que la forêt autour de nous s'assombrissait et que les ombres s'allongeaient, c'est alors que Kai a remarqué quelque chose de gravé dans un arbre près de l'endroit où Connor avait garé le camion. Des entailles fraîches dans l'écorce, suintant encore de la sève. C'était une date, 8 mars 2023. Cela faisait seulement 2 semaines. En dessous, il était gravé « Derrière ». Nous avons décidé de rester ensemble et de commencer à marcher vers la ville, en restant sur la route principale. Connor a pris une clé à molette du plateau du camion. Lucas a trouvé un morceau de ferraille cassé par terre, et le reste d'entre nous a ramassé les pierres que nous pouvions porter. Des armes pathétiques, mais elles nous faisaient sentir un peu moins impuissants. Nous marchions depuis peut-être 20 minutes quand nous avons entendu un moteur au loin, non pas en provenance de la ville, mais plus profondément dans la forêt, d'une des anciennes routes de bûcheronnage qui quadrillaient la zone. Nous nous sommes cachés dans les arbres et avons attendu, le cœur battant, tandis qu'un ancien Ford Bronco est passé en grondant, roulant lentement, les vitres trop sombres pour voir à l'intérieur. Il s'est arrêté à environ 50 mètres de l'endroit où nous étions cachés, et le conducteur a coupé le moteur. Nous avons retenu notre souffle, pressés contre la mousse humide et les fougères, les moustiques bourdonnant autour de nos visages, mais personne n'osant les chasser. Après ce qui a semblé des heures, mais était probablement seulement 5 minutes, le Bronco a redémarré et a continué sur la route vers la mine. C'est alors que Connor a pris une décision. Nous allions traverser la forêt, éviter complètement la route et essayer d'atteindre l'autoroute principale à environ 8 km à travers les bois. Il nous a fallu 6 heures de progression difficile à travers des orties et de l'escalade de troncs d'arbres tombés pour finalement atteindre la route 7. Et à ce moment-là, il était bien après minuit, nos vêtements déchirés, nos corps couverts d'égratignures et de piqûres d'insectes. Un policier d'État nous a ramassés après environ 10 minutes de marche le long de l'autoroute. Le père de Connor avait signalé notre disparition quand nous n'étions pas rentrés. Nous avons tout raconté au policier, lui avons montré les photos que Kai avait prises des pièces d'identité, expliquées pour le camion. Il a rayonné de scepticisme jusqu'à ce qu'il appelle et découvre que Bradley Thorne et Jennifer Wang étaient tous deux portés disparus, ainsi que 5 autres personnes, toutes vues pour la dernière fois dans la région de Juneau au cours des 2 derniers mois. Le lendemain, une équipe entière de policiers et de secours est allée à la mine. Ils ont trouvé notre camion exactement comme nous l'avions laissé. Ils ont trouvé toutes les affaires dans la mine, mais aucun corps, aucun signe de ce qui avait fait ces bruits. L'enquête a duré des semaines, a fait les nouvelles jusqu'à Seattle, mais ils n'ont jamais retrouvé ces personnes disparues. L'entrée de la mine a été scellée avec du béton 1 mois plus tard, officiellement pour des raisons de sécurité publique. La famille de Connor a déménagé à Anchorage cet hiver-là. Madison et moi avons rompu quand elle est partie à l'université en Oregon, et nous n'en parlons plus vraiment. Mais parfois, je passe devant le départ du sentier. Ils ont mis une barrière maintenant, en acier lourd avec des panneaux d'avertissement fédéraux. Et je me demande si ces choses, quelles qu'elles soient, sont toujours là, dans les galeries profondes, attendant, ou si elles ont trouvé un autre moyen de sortir. Epilogue Mystique. Les nuits de pleine lune, des rumeurs circulent parmi les anciens de Juneau. Des lumières vacillantes près de l'entrée scellée, et des murmures étouffés qui semblent monter des profondeurs de la terre. Certains jurent avoir vu des ombres se déplacer entre les arbres, comme si les disparus erraient encore, piégés entre 2 mondes. Le vent se levait déjà quand nous avons emprunté l'étroit chemin de terre menant à la cabane de Kevin, à environ 65 km à l'extérieur de Nome. C'était fin février 2024, et j'exerçais comme hygiéniste dentaire à Anchorage depuis environ 8 ans. Kevin était un vieux ami de fac qui avait hérité de cet endroit de son grand-père et ne l'utilisait que pendant la saison de chasse. Quand mon ex-mari a soudainement annulé son week-end avec les enfants et que j'avais déjà promis à mes filles, Olivia, 9 ans, et Anna, qui venait d'avoir 7 ans, que nous irions quelque part de spécial pour les vacances d'hiver, Kevin a proposé sa cabane sans hésiter. Mes filles sautaient sur leur siège, excitées à l'idée de passer 4 jours dans ce qu'elles appelaient la maison de la forêt. Le GPS avait abandonné environ 20 minutes plus tôt, et je suivais les instructions manuscrites de Kevin, plissant les yeux à travers la chute de neige de plus en plus dense pour repérer le repère en bois qu'il avait mentionné. Je me souviens avoir ressenti une gratitude sincère en traînant nos sacs à l'intérieur, les filles revendiquant immédiatement la chambre en mezzanine, tandis que je m'installais dans la seule chambre du rez-de-chaussée.
La cabane était plus grande que je ne l'avais imaginé, avec des murs en rondins épais et des fenêtres à double vitrage que Kevin avait installées l'année précédente. Il avait laissé des notes détaillées partout, comment faire fonctionner le générateur en cas de panne de courant, où trouver le bois de chauffage supplémentaire empilé sous la bâche, quel voisin appeler en cas d'urgence, bien que le plus proche soit à environ 5 km. Les filles ont passé cette première soirée à explorer chaque recoin, fascinées par les poissons empaillés sur les murs et les vieilles raquettes accrochées près de la cheminée en pierre. Au moment où je les ai nourries et mises en pyjama, le bulletin météo à la radio annonçait un système orageux important se déplaçant plus rapidement que prévu. Je n'étais pas inquiète, cependant. Nous avions assez de nourriture pour une semaine. Le réservoir de propane était plein, et la cabane semblait solide et chaude contre le chaos grandissant à l'extérieur. Vers minuit, je me suis réveillé dans un silence complet, qui d'une certaine manière semblait plus bruyant que n'importe quel bruit aurait pu l'être. Le courant était coupé et l'obscurité était si absolue que je ne pouvais pas voir ma main devant mon visage. J'ai tâtonné pour trouver mon téléphone sur la table de nuit, utilisant sa lumière pour localiser la lampe torche que Kevin avait laissée dans le tiroir. Le générateur était dans un abri à environ 9 mètres de la cabane. Et il n'était pas question que j'aille là-bas en pleine tempête. Je pouvais entendre le vent commencer à se lever à nouveau, sifflant à travers les arbres avec ce gémissement bas et constant qui faisait grincer les murs. J'ai décidé d'aller vérifier les filles. Me glissant silencieusement dans les escaliers étroits menant à la mezzanine, elles dormaient toutes les deux profondément. Anna, blottie contre sa sœur, leur respiration régulière et paisible. J'ai remonté leur couverture plus haut et j'allais redescendre quand je l'ai entendu. 3 coups lourds et délibérés contre la porte arrière, celle qui faisait face à la lisière de la forêt. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'une branche était tombée contre la porte, ou qu'un équipement détendu était projeté par le vent. Mais puis cela a recommencé. 3 autres impacts, espacés de manière régulière, avec assez de force pour que j'entende quelque chose s'entrechoquer dans la cuisine en bas. Il y avait un rythme, une intention qui a fait se contracter chaque muscle de mon corps. Je me suis tenu là, en haut des escaliers, serrant la lampe torche si fort que mes jointures me faisaient mal, attendant que cela se reproduise. Des minutes ont passé, peut-être 5, peut-être 10, avec seulement le vent et mon propre battement de cœur remplissant le silence. Puis, juste au moment où je commençais à me convaincre que j'avais imaginé le schéma, les coups ont repris. Mais cette fois, c'était différent. Au lieu de 3 coups, il y avait une série d'impacts, plus rapides et plus agressifs, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de forcer l'entrée. La porte était en chêne massif avec un verrou mort et une chaîne que Kevin avait insisté pour que j'utilise, mais je pouvais l'entendre grincer contre son cadre à chaque coup. J'ai rampé en bas des escaliers, chaque marche semblant crier sous mon poids malgré mes tentatives de me déplacer silencieusement. La cuisine était à l'arrière de la cabane, et la porte en question menait à un petit porche couvert que Kevin utilisait pour ranger du matériel de pêche en été. À travers la petite fenêtre à côté de la porte, tout ce que je pouvais voir était un tourbillon de blanc et d'obscurité au-delà. Les coups avaient cessé à nouveau, remplacés par un étrange bruit de grattement, comme des ongles. Non, plus comme des griffes traînant sur le bois. J'ai pensé à appeler le 911, mais mon téléphone n'avait pas de réseau. Il n'en avait pas eu depuis notre arrivée. Le téléphone satellite que Kevin avait mentionné dans ses notes était dans l'abri avec le générateur. Je me tenais là dans la cuisine, le faisceau de ma lampe torche dansant sur les murs tandis que j'essayais de me stabiliser, quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a coupé le souffle. La poignée de porte tournait lentement, testant, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, avec une patience délibérée. J'ai attrapé le plus grand couteau du bloc en bois sur le comptoir et j'ai reculé jusqu'à ce que je heurte le mur du salon, gardant la lampe torche braquée sur cette porte. La poignée a cessé de bouger et pendant un moment, tout est devenu silencieux, à part la tempête. Puis est venu un son que je n'oublierai jamais. Un long grattement sur toute la hauteur de la porte, du haut en bas, comme si quelque chose mesurait, testait ses dimensions. Ce qui était dehors a commencé à pousser contre la porte, ne frappant plus, mais appliquant une pression constante. Je pouvais voir le verrou tenir, mais le bois autour commençait à s'écailler. Le cadre lui-même grinçait et de minuscules éclats de peinture tombaient là où la porte rencontrait le chambranle. C'est alors qu'Olivia appelait de l'étage, sa voix ensommeillée et confuse, demandant ce que c'était que ce bruit. J'ai dû faire un choix. Rester et regarder ceux qui essayaient d'entrer, ou aller vers mes enfants. J'ai couru en haut des escaliers, les prenant 2 à 2, et j'ai trouvé les 2 filles assises dans leur lit. Anna pleurait doucement tandis qu'Olivia avait son bras autour d'elle. Je leur ai dit qu'il n'y avait que des débris qui frappaient la cabane dans la tempête, que tout allait bien, mais que nous allions jouer à un jeu où nous restions tous très silencieux dans la salle de bain. C'était la seule pièce de la cabane sans fenêtre, juste un petit ventilateur de ventilation dans le plafond. J'ai attrapé toutes les couvertures et les oreillers que je pouvais porter, les ai apportés dans la salle de bain, et ai fait un nid dans la baignoire pour les filles.
Les coups en bas avaient repris, accompagnés maintenant de ce qui semblait être plusieurs points d'impact, comme si plus d'une chose essayait de forcer l'entrée. Je pouvais entendre le bois se fendre, des morceaux plus gros maintenant, et quelque chose qui ressemblait aux chaises de cuisine renversées. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain, poussé le lourd meuble en chaîne contre elle, et me suis assise par terre, le dos pressé contre le meuble, le couteau toujours serré dans ma main droite. Les filles posaient des questions. Pourquoi étions-nous dans la salle de bain? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Quand pourrions-nous retourner nous coucher? Et j'ai dû continuer à inventer des histoires tout en écoutant la destruction qui se déroulait en dessous de nous. Les bruits ont duré ce qui a dû être 1 heure, peut-être plus. Parfois, cela s'arrêtait complètement pendant 10 ou 15 minutes. Et juste au moment où je commençais à espérer que c'était fini, cela recommençait avec une violence renouvelée. À un moment donné, j'ai entendu du verre se briser, la fenêtre de la cuisine. Puis des pas lourds, ou ce qui ressemblait à des pas, mais avec une qualité traînante, comme si quelque chose était tiré à travers le sol. Le plafond sous nous grinçait sous le poids de ceux qui se déplaçaient à travers la cabane. Je pouvais suivre son mouvement à travers le salon, dans ma chambre, puis de retour à la cuisine. Cela cherchait quelque chose ou quelqu'un. Les filles s'étaient finalement rendormies dans la baignoire, épuisées par une peur qu'elles ne comprenaient pas complètement. Et je me suis assise là dans le noir, la lampe torche éteinte pour économiser la batterie, écoutant notre cabane être systématiquement saccagée. Puis est venue la pire partie. Les pas étaient sur les escaliers. Chaque pas était délibéré, lourd, et accompagné de ce bruit traînant, comme si quelque chose de lourd et humide était tiré vers le haut à chaque mouvement. Les escaliers de la cabane de Kevin étaient vieux et bruyants. Je savais exactement sur quelle marche cela se trouvait par les grincements et les gémissements spécifiques. 4e marche, 5e marche, 6e. Il y avait 12 marches au total. Le couloir à l'extérieur de la salle de bain est devenu silencieux après la 12e marche. Je pouvais le sentir là-bas, attendant, écoutant peut-être. Puis j'ai entendu une respiration, profonde, haletante, comme si elle venait d'une poitrine beaucoup plus grande que celle d'un humain. C'était juste à l'extérieur de la porte. La poignée de porte a tremblé 1 fois, 2 fois, puis plus rien. La respiration a continué pendant plusieurs minutes, si proche que je jure avoir senti la porte se réchauffer de sa présence. De l'autre côté, un nouveau son a commencé, un reniflement comme un chien, mais plus profond, plus guttural. Cela reniflait autour du cadre de la porte, particulièrement près du bas où l'écart était légèrement plus large. J'ai retenu mon souffle, terrifié à l'idée qu'il puisse d'une manière ou d'une autre sentir notre peur, nous sentir nous cacher à quelques mètres de là. Anna s'est agitée dans la baignoire, faisant un petit bruit de gémissement dans son sommeil. Et instantanément, le reniflement a cessé. Il y a eu un grognement bas, pas tout à fait un grognement, mais quelque chose de similaire. Quelque chose qui a fait vibrer légèrement la porte. Puis, sans avertissement, quelque chose a heurté la porte avec une force énorme. Le meuble a bougé, glissant de quelques centimètres malgré mon poids contre lui. Un autre impact, et un autre. Le bois commençait à se fissurer. Je pouvais voir des éclats se former dans le panneau de la porte à travers l'écart au-dessus du meuble. Ce qui était dehors n'était pas seulement fort. C'était déterminé. Entre les impacts, je pouvais l'entendre faire ses sons. Pas tout à fait humains, pas tout à fait animaux, mais quelque chose d'horriblement entre les deux. Cela essayait de parler, ou du moins c'est ce que cela semblait. Ces tentatives bafouillées et humides de former des mots qui ne se transformaient jamais en quelque chose de reconnaissable. Juste au moment où j'ai pensé que la porte allait complètement céder, tout s'est arrêté. La respiration, les impacts, même le vent dehors semblait s'être interrompu. Je suis resté pressé contre ce meuble pendant encore 2 heures, peut-être 3, jusqu'à ce que la première lumière pâle de l'aube commence à filtrer à travers le ventilateur au-dessus de nous. Ce n'est que lorsque j'ai pu clairement voir les visages des filles à la lumière naturelle que j'ai osé, lentement et avec précaution, faire glisser le meuble loin de la porte. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai pressé mon oreille contre elle, écoutant tout signe de mouvement à l'extérieur. Rien. Finalement, avec le couteau levé et prêt, j'ai déverrouillé la porte et l'ai poussée, juste un peu. Le couloir était détruit. De longues entailles dans les murs à hauteur de poitrine, le tapis déchiré en lambeaux, et une odeur de viande pourrie mélangée à celle d'un chien mouillé qui m'a fait vomir. Mais ce qui avait été là était parti. J'ai vérifié chaque pièce, chaque placard, chaque cachette possible tandis que les filles restaient enfermées dans la salle de bain. La porte arrière pendait sur ses gonds. Le cadre était complètement brisé. Des éclats de bois éparpillés sur le sol de la cuisine comme des dents cassées. Le moment où j'ai vu que notre voiture était toujours intacte et que les clés étaient toujours dans ma poche, j'ai couru à l'étage, enveloppé les filles dans leur couverture sans rien expliquer, et les ai portées une par une jusqu'à la voiture. Je n'ai pas emballé une seule chose, n'ai même pas pris nos téléphones ou nos portefeuilles.
J'avais juste besoin de nous éloigner de cet endroit. Alors que je reculais dans l'allée, Olivia, maintenant complètement réveillée, a pointé du doigt vers la lisière des arbres et a demandé pourquoi il y avait de si grandes marques dans la neige. J'ai regardé où elle montrait et je les ai vues. Des traces de traînées profondes, comme si quelque chose de massif avait été tiré de notre porte arrière vers la forêt, disparaissant entre les pins sombres. Les traces faisaient au moins 1 mètre de large, profondément enfoncées dans la neige, et elles continuaient aussi loin que je pouvais voir dans les bois. Nous avons conduit directement jusqu'à Anchorage, 8h sans nous arrêter sauf pour faire le plein. Et je n'ai jamais dit à Kevin la vraie raison pour laquelle sa porte arrière devait être remplacée. J'ai simplement envoyé de l'argent pour les réparations et dit qu'un ours avait essayé d'entrer pendant la tempête. À ce jour, je ne sais pas ce qui est venu à cette cabane, ce qui voulait si désespérément entrer. Mais parfois, quand je suis allongé dans mon lit la nuit et que j'entends un bruit inattendu, je me souviens de cette respiration à l'extérieur de la porte de la salle de bain, de ces tentatives humides et déformées de paroles, et je serre mes propres filles un peu plus fort contre moi. Epilogue Mystique. Les nuits d'hiver, quand le vent hurle dans les arbres, les habitants des cabanes isolées racontent avoir entendu des grattements contre leurs portes, comme si, ça, cherchait encore une entrée. Certains jurent avoir vu des traces de traînées dans la neige, menant vers la forêt, sans jamais en revenir. Tout le monde vous dit toujours de faire confiance à votre instinct quand quelque chose ne semble pas juste, mais personne ne vous prépare vraiment à ce moment où vos instincts pourraient être la seule chose entre vous et quelque chose de terrible. J'avais 24 ans, fraîchement sorti de l'école d'infirmière, et je venais de décrocher mon premier vrai emploi dans un hôpital d'Anchorage. C'était fin mars 2014, et je faisais ce même trajet sur la Soar Highway 2 fois par semaine pour rendre visite à mon petit ami qui vivait à Cooper Landing. Le trajet durait habituellement environ 3 heures, et je m'étais suffisamment habitué à le faire la nuit après mes quarts de travail, pensant que les routes seraient plus vides et que je pourrais avancer plus vite. Ce vendredi-là, j'avais fait un double quart et je n'étais sorti qu'à presque 23 heures. Mais j'étais déterminé à y arriver pour le week-end, comme je l'avais promis. La Soar Highway la nuit est une toute autre expérience. Juste vous, les montagnes d'un côté, l'eau de l'autre, et ce ruban sans fin d'asphalte qui semble avaler vos phares. J'avais roulé depuis environ 1 heure quand j'ai vu la voiture devant moi, peut-être à 400 mètres, ces feux de détresse clignotant dans ce rythme régulier qui tranchait l'obscurité. C'était une vieille berline, bleu foncé ou peut-être noire, garée sur le côté, mais pas complètement. L'arrière dépassait encore sur la chaussée. Ma première pensée a été que quelqu'un était en panne. Et en tant qu'infirmière, j'ai ressenti cette impulsion automatique de m'arrêter et d'aider. J'ai commencé à lever le pied, me dirigeant vers la voie de gauche pour leur laisser de l'espace, déjà en train de passer mentalement en revue les fournitures d'urgence que j'avais dans mon coffre. Mais en m'approchant, à peut-être 30 mètres, mes phares ont balayé la scène et j'ai vu quelque chose qui a fait se raidir chaque muscle de mon corps. Il y avait quelqu'un accroupi derrière la voiture, plaqué contre le pare-chocs arrière, comme s'il essayait de rester caché de quiconque s'approchait. Il ne vérifiait pas un pneu, ne regardait pas le moteur. Ils étaient délibérément positionnés pour être invisibles, jusqu'à ce que vous soyez assez proche pour que vous vous arrêtiez juste à côté d'eux. La personne portait tout en noir, y compris ce qui semblait être un masque de ski, et avait la tête tournée, observant mon approche tout en restant parfaitement immobile dans cette position contre nature. En une fraction de seconde, mon cerveau a traité une douzaine de détails qui n'allaient pas. Aucun outil éparpillé autour. Aucun cric visible. Le capot n'était même pas ouvert. Et le plus troublant de tout, je pouvais voir à travers la vitre arrière qu'il y avait quelqu'un d'autre assis sur le siège conducteur, juste assis là, ne bougeant pas, ne regardant pas en arrière pour demander de l'aide. Mon pied a trouvé la pédale d'accélérateur avant même que je ne prenne la décision consciente. Et j'ai viré de nouveau sur ma voie, accélérant devant cette voiture comme si ma vie en dépendait. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le moteur. Et je continuais à vérifier mon rétroviseur, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Les feux de détresse clignotaient toujours derrière moi, devenant de plus en plus petits. Et pendant un moment, j'ai pensé que peut-être j'avais surréagi. Peut-être qu'il y avait une explication que je n'avais pas considérée. Puis j'ai vu des phares s'allumer derrière moi. Pas de la voiture qui était arrêtée, mais de plus loin sur la route, là où elle tournait, comme si un autre véhicule avait attendu dans l'obscurité, phares éteints. Les phares se rapprochaient de moi rapidement, beaucoup plus vite que quiconque ne devrait conduire sur cette route sinueuse. Et en 30 secondes, ils étaient juste derrière moi. Si près que leurs phares éclairaient tout mon intérieur comme en plein jour. J'étais déjà à 110 km/h dans une zone limitée à 90. Ma petite Toyota Corolla tremblait à cause de la vitesse, mais ils restaient collés à mon pare-chocs, si près que je ne pouvais même pas voir leur capot dans mon rétroviseur. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser. Tapoter mes freins pour leur signaler de reculer, accélérer à 130 km/h,
même si les virages me donnaient l'impression que je pourrais me retourner. Même allumer mes feux de détresse, pensant qu'ils réaliseraient peut-être que j'étais en détresse. Rien n'a fonctionné. Ils ont imité chacun de mes mouvements, et quand j'ai ralenti pour un virage particulièrement serré près de Beluga Point, ils m'ont même heurté. Pas assez fort pour me faire sortir de la route, mais un coup délibéré qui a fait bondir ma voiture vers l'avant et m'a fait mordre la langue si fort que j'ai goûté le sang. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas de la rage au volant ou un conducteur ivre. Ils essayaient de me forcer à m'arrêter. Mon téléphone était dans mon sac sur le plancher du siège passager, où il était tombé, et l'attraper aurait signifié détourner les yeux de la route alors que je roulais à près de 145 km/h. L'autoroute était complètement vide à part nous. Aucun autre phare dans aucune direction. Et les aires de repos que je dépassais à toute vitesse n'étaient que des taches d'obscurité qui ressemblaient plus à des pièges qu'à des issues de secours. Puis ils m'ont heurté à nouveau, plus fort cette fois, et ma voiture a dérapé vers le garde-fou. C'était la seule chose entre moi et une chute directe dans le Turnagain-Tarn. J'ai réussi à la rattraper, serrant le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Et c'est alors que je me suis souvenu de quelque chose d'un cours d'autodéfense que j'avais suivi à la fac. Si quelqu'un vous suit, conduisez vers un poste de police ou un endroit public. Ne rentrez jamais chez vous. Ne vous arrêtez jamais dans un endroit isolé. Mais la ville la plus proche était encore à 65 km. Et je ne savais pas si j'avais assez de chance pour tenir 65 km de plus. La voiture derrière moi zigzaguait maintenant, essayant de se mettre à ma hauteur. Et je pouvais voir que c'était un grand SUV, peut-être un Tahoe ou quelque chose de similaire, avec des vitres teintées si sombres que je ne pouvais rien distinguer à l'intérieur. Chaque fois qu'ils s'approchaient pour se mettre à ma hauteur, je virais vers eux, les forçant à reculer ou à risquer de heurter le mur de la montagne. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça beaucoup plus longtemps. Juste au moment où je pensais que j'allais soit m'écraser, soit être poussé hors de la route, j'ai vu un point de lumière devant moi. Le lever du soleil dans cette petite station-service et restaurant 24H, 24 qui dessert les camionneurs en transit. C'était peut-être à 3 km, et j'ai commencé à clignoter mes phares de manière frénétique, à klaxonner en longs coups désespérés, priant pour que quelqu'un me voie arriver. Le SUV a dû remarquer où je me dirigeais, car ils m'ont heurté à nouveau, plus fort que jamais, en voyant mon arrière déraper sur le côté. J'ai senti les pneus perdre leur adhérence pendant une seconde terrifiante avant qu'ils ne reprennent contact avec l'asphalte. Et j'ai tourné le volant violemment vers la droite, visant la sortie comme si ma vie en dépendait, ce qui était probablement le cas. Le SUV a essayé de me suivre, mais a pris le virage trop vite et trop large, son arrière dérapant. Et cela m'a donné juste assez de temps pour me faufiler dans le parking de la station-service, klaxonnant tout le long du chemin. J'ai dérapé jusqu'à m'arrêter juste devant les portes vitrées où je pouvais voir la caissière à l'intérieur, une femme robuste aux cheveux gris, qui a levé les yeux, surprise, de son magazine. J'ai pratiquement chuté de ma voiture, la laissant en marche, portes ouvertes, et j'ai couru à l'intérieur, hurlant qu'elle appelle le 911. Le SUV s'était garé à l'autre bout du parking, juste assis là, moteur en marche, ses vitres sombres reflétant les lumières fluorescentes de la station. La caissière, que Dieu la bénisse, n'a posé aucune question. Elle a attrapé le téléphone et a commencé à composer tout en sortant une batte de baseball de derrière le comptoir. Nous avons regardé à travers les fenêtres alors que le SUV restait là pendant ce qui a semblé une éternité, mais était probablement seulement 30 secondes, puis a lentement reculé et est retourné sur l'autoroute, repartant dans la direction d'où nous venions. Je tremblais si fort que la caissière a dû m'aider à m'asseoir sur une chaise. Et quand les policiers d'État sont arrivés 15 minutes plus tard, je pouvais à peine articuler les mots pour expliquer ce qui s'était passé. Les policiers ont pris ma déposition et sont retournés vérifier ce véhicule en panne que j'avais décrit. Quand ils sont revenus 1 heure plus tard, leurs visages m'ont tout dit avant même qu'ils ne parlent. Ils avaient trouvé la berline abandonnée. Pas de feu de détresse, pas de personne, mais il y avait des traces de pneus fraîches dans le gravier, suggérant que plusieurs véhicules s'étaient garés là récemment. La voiture avait été signalée volée à Anchorage 2 jours plus tôt, et il y avait des fibres de corde sur la banquette arrière et des colliers de serrage éparpillés sur le plancher. L'un des policiers, un jeune homme nommé l'officier Brennan, m'a dit discrètement qu'il y avait eu 3 incidents similaires au cours du dernier mois. Des femmes voyageant seules sur ce tronçon d'autoroute qui avaient signalé être suivies de manière agressive après avoir dépassé ce qui semblait être une panne. 2 d'entre elles n'avaient pas eu autant de chance que moi. L'une avait été forcée de quitter la route près de Bird Creek et avait réussi à s'enfermer dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des secours. Et l'autre, ils avaient trouvé sa voiture abandonnée à 30 km de l'endroit où elle avait appelé le 911, son téléphone jouant toujours la ligne enregistrée. La caissière, qui s'appelait Dory, m'a fait un café avec du sucre en plus et n'a pas voulu me laisser partir jusqu'à ce que mon petit ami arrive pour me suivre le reste du chemin. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans cette station depuis 12 ans et qu'elle en avait assez vu pour savoir quand l'ange gardien de quelqu'un travaillait à plein temps. Pendant que nous attendions,
Elle m'a montré les images de surveillance de ses caméras. On pouvait voir le SUV entrer, et même si la qualité était granulaire, on pouvait distinguer qu'il y avait au moins 2 personnes sur les sièges avant. Ce qui m'a retourné l'estomac, c'est quand elle a rembobiné plus loin et m'a montré que ce même SUV avait passé devant la station en direction du nord environ 2 heures avant mon arrivée, roulant lentement comme s'ils repéraient les lieux. Ils étaient là-bas en chasse, et j'avais failli conduire droit dans leur piège. L'enquête a duré des semaines, mais ils n'ont jamais attrapé personne. Le SUV a été retrouvé brûlé dans une gravière près de Girdwood 3 jours plus tard, dépouillé de ses plaques et de ses numéros de série. La police a théorisé qu'il s'agissait d'une équipe, probablement 3 ou 4 personnes, utilisant le scénario de la panne pour cibler des femmes voyageant seules la nuit. Ils auraient une personne cachée derrière la voiture à pas pour attraper quiconque s'arrêterait, tandis que d'autres attendraient dans des véhicules à proximité pour bloquer les routes de fuite. Le détective chargé de mon cas a dit que j'avais tout fait correctement, en faisant confiance à mon instinct, en ne m'arrêtant pas, en allant dans un endroit public. Mais ce qui m'a vraiment sauvé, c'est probablement que j'avais vu la personne cachée avant d'avoir assez ralenti pour que le piège se referme. Si j'étais sorti pour aider, ou même si je m'étais simplement arrêté pour demander par la fenêtre s'ils avaient besoin d'assistance, j'aurais été un autre cas de personne disparue sur une autoroute qui en avait déjà trop. Je n'ai plus jamais conduit sur cette route la nuit. En fait, j'ai rompu avec mon petit ami 2 mois plus tard et j'ai pris un emploi au Colorado. En partie parce que je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation chaque fois que je voyais une voiture avec des feux de détresse. Le détective m'a appelé environ 6 mois après mon déménagement pour me dire qu'ils avaient arrêté un groupe correspondant à la description en lien avec une tentative d'enlèvement près de Fairbanks, mais l'affaire s'est effondrée quand les témoins n'ont pas pu faire d'identification positive. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais parti du travail 5 minutes plus tôt ou plus tard ce soir-là. Si j'avais pris un autre itinéraire, si mes phares n'avaient pas capté cette silhouette accroupie dans l'obscurité au bon angle. Dory avait raison à propos des anges gardiens. Mais je sais que la vraie raison pour laquelle je peux écrire ceci aujourd'hui, c'est parce que quelque chose au fond de mon cerveau, un instinct de survie primitif, a reconnu un prédateur en embuscade et a refusé de me laisser devenir une proie. Faites confiance à ce sentiment. Il est là pour une raison, et ce pourrait être le seul avertissement que vous recevrez. Epilogue Mystique. Les nuits de brouillard, des conducteurs solitaires racontent avoir vu une berline bleue garée sur le bas-côté, ses feux de détresse clignotant dans le vide. Ceux qui osent s'arrêter entendent des chuchotements près du pare-chocs arrière, comme si ils attendaient encore leur prochaine victime. À 40 miles au sud du col Attigain, mon Peterbilt a dérapé sur une plaque de verglas et s'est enfoncé dans un banc de neige plus haut que moi. J'avais 38 ans, je transportais du matériel pour North Star Logistics comme je le faisais depuis 12 ans, effectuant ces longs trajets d'anchorage à Prudhoe Bay. Juste un autre mardi de janvier. Ou du moins, c'est ce que cela aurait dû être. Vivre seul signifiait que personne ne me manquerait pendant des jours. Juste mon chat à la maison, probablement déjà en train de comploter sa vengeance pour le distributeur automatique de nourriture vide. Le service météo avait promis un ciel dégagé jusqu'à minuit. Peut-être quelques flocons légers. Rien de sérieux. Mais vers 16 heures, l'horizon s'est transformé en un rideau gris épais se dirigeant vers moi rapidement, comme si quelqu'un tirait une couverture sur le monde entier. En quelques minutes, la jauge de température sur mon tableau de bord a chuté de 15 degrés, et ces gros flocons de neige ont commencé à frapper mon pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient les balayer. Le vent a frappé comme un train de marchandises, s'écrasant contre le côté de ma remorque si fort que j'ai dû lutter avec le volant juste pour rester dans ma voie. La visibilité est passée de kilomètre à mètre, absolument rien. Juste ce chaos tourbillonnant de blanc qui rendait impossible de distinguer où la route se terminait et où la toundra commençait. J'ai rétrogradé, roulant à peut-être 16 km/h, cherchant désespérément un repère qui m'indiquerait où j'étais. Les marqueurs kilométriques avaient disparu. Le pipeline qui courait habituellement parallèle à l'autoroute avait disparu. Même les poteaux réfléchissants le long de l'accotement avaient disparu dans la tempête. Puis est venu ce moment que tout camionneur redoute. Le volant est devenu léger dans mes mains. Cette sensation de flottement qui signifie que vous avez complètement perdu l'adhérence. Tout le camion a commencé à glisser latéralement dans une dérive étrangement silencieuse. La remorque me poussant vers ce que je pensais être l'accotement, mais qui s'est avéré être un fossé de drainage rempli de neige de la dernière tempête. 18 roues et 40 tonnes d'acier ont simplement glissé hors de la route comme un jouet, s'installant dans ce fossé avec un craquement doux qui m'a laissé incliner à un angle de 20 degrés, complètement coincé. Le moteur tournait encore, mais je savais que je n'irais nulle part sans un camion de dépannage lourd. Et rien ne bougeait sur cette autoroute jusqu'à ce que la tempête passe. J'ai essayé mon téléphone. Pas de réseau, ce qui était normal pour ce tronçon. Même par beau temps, la radio CB ne me donnait que des parasites. Personne d'autre d'assez stupide pour être dehors dans ce merdier.
Ma jauge de carburant indiquait les 3/4 pleins, assez pour faire fonctionner le chauffage pendant peut-être 30 heures si j'étais prudent. Mais ces tempêtes pouvaient durer des jours. La température extérieure était déjà de moins 29 degrés Celsius et chutait rapidement. C'est alors que je me suis souvenu de l'abri d'entretien. Il y en avait un à environ 400 mètres en arrière. Je l'avais passé juste avant que le temps ne devienne infernal. Ces petites cabanes jonchent toute l'autoroute, des endroits où les équipes routières stockent du sel et des outils, parfois s'abritent pendant les tempêtes. Cela signifiait quitter le camion, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous enseigne. Mais rester sur place signifiait brûler tout mon carburant et peut-être geler à mort si la tempête durait plus longtemps que mon diesel. J'ai attrapé mon sac d'urgence, une lampe torche, des fusées éclairantes, quelques barres énergétiques, des bouteilles d'eau qui commençaient déjà à se transformer en slush, et je me suis enveloppé dans toutes les couches que j'avais. Le moment où j'ai ouvert la porte, le vent a essayé de l'arracher de ses gonds. Le froid a frappé comme une chose physique, volant mon souffle et faisant instantanément larmoyer mes yeux. Marcher dans cette tempête était comme être sous l'eau et en feu en même temps. Je ne pouvais pas voir à plus de 90 cm devant moi. La neige me montait jusqu'aux genoux et le vent essayait constamment de me faire tomber. J'ai suivi la pente du fossé pour remonter sur la route, puis j'ai essayé de rester sur ce que j'espérais être l'accotement, utilisant la direction du vent pour m'orienter. Ce qui aurait dû être une marche de 5 minutes en a pris presque 20. Et au moment où j'ai repéré la forme sombre de l'abri à travers la tempête, je ne pouvais plus sentir mes doigts, même à travers mes gants isolés. La porte était sécurisée par un cadenas, mais la gâche était si rouillée que 3 coups de pied l'ont libérée. Je suis pratiquement tombé à l'intérieur, claquant la porte derrière moi et m'effondrant contre elle, simplement reconnaissant d'être sorti de ce vent hurlant. Le faisceau de ma lampe torche a coupé à travers l'obscurité, révélant un espace d'environ 3,5 mètres sur 2,5. Des murs en métal ondulés qui tremblaient à chaque rafale. Il y avait des étagères le long d'un mur contenant des sacs de sel de déneigement, quelques pelles rouillées et un épandeur cassé. Mais ce qui a attiré mon attention était le coin près de l'arrière. Quelqu'un s'était installé là confortablement. Une épaisse couverture de déménagement était étalée sur le sol, le genre que nous utilisions pour protéger les meubles, encore relativement propres. À côté se trouvait une pyramide soignée de boîtes de soupe vides, peut-être 15 ou 20. Les étiquettes étaient délavées mais lisibles. Campbell, Progresso, des marques que l'on trouve dans n'importe quelle épicerie. Une lampe de camping était posée sur un seau retourné, et à côté, un petit tas de livres de poche, leurs pages gonflées d'humidité. Quelqu'un avait vécu ici, ou au moins séjourné régulièrement. L'organisation de tout, cela m'a mis mal à l'aise. Ce n'était pas une situation d'abri d'urgence comme la mienne. C'était délibéré, planifié. Je me suis approché pour examiner l'espace de vie improvisé. Et c'est alors que j'ai remarqué les murs. Au début, j'ai pensé que ce n'était que des éraflures dans le métal, peut-être causées par le déplacement d'équipements. Mais quand j'ai dirigé ma lampe torche directement dessus, j'ai pu voir qu'il s'agissait de marques délibérées gravées dans les crêtes ondulées. Principalement des nombres, des dates remontant à environ 2 mois, commençant début décembre. À côté de chaque date se trouvaient des marques de décompte. Parfois 1 ou 2, parfois jusqu'à 7 ou 8. Mais c'est ce qui était gravé entre les dates qui m'a fait reculer. Des dessins grossiers de véhicules, des camions, des voitures, ce qui semblait être un SUV, chacun avec un X rayé dessus. En dessous des véhicules se trouvaient des nombres, 1, 2, 1, 3, 2. Au bas de tout cela, gravés plus profondément que le reste, se trouvaient 3 mots qui n'avaient aucun sens. Ils ne s'arrêtent pas. Ma première pensée a été que la personne qui séjournait ici suivait le trafic, comptait peut-être les jours jusqu'au secours. Mais pourquoi rayer les véhicules? Et que signifiaient ces autres nombres? La tempête dehors s'aggravait. Toute la cabane tremblait comme si elle allait se détacher de ses fondations. J'ai pensé que je serais coincé ici pendant des heures, peut-être jusqu'au matin. Alors j'ai commencé à explorer plus soigneusement. Derrière les sacs de sel, j'ai trouvé un glacière Coleman, le vieux modèle en métal des années 1970. À l'intérieur se trouvaient plus de boîtes vides, mais aussi quelque chose qui m'a serré la poitrine. Des clés de voiture, 5 jeux différents, chacun sur des porte-clés différents, un dé en peluche, un ouvre-bouteille en forme de poisson, un pied de lapin usé, une étiquette en plastique d'une société de location. Ces clés n'appartenaient pas à la même personne. J'ai creusé plus profondément et j'ai trouvé des portefeuilles. 3 d'entre eux, tous avec des permis de conduire encore à l'intérieur. Gregory H. de Wiseman, 42 ans. Bethany Carvey de Fairbank, 28 ans. Robert Lang de Dedors, 51 ans. Les permis étaient tous valides, aucun n'était périmé. Il y avait aussi de l'argent dans les portefeuilles. Des cartes de crédit, des photos de famille. Gregory avait une photo de 2 enfants en uniforme de baseball. Bethany en avait une d'elle avec une femme plus âgée qui lui ressemblait,
probablement sa mère. Ces personnes n'auraient pas laissé ses affaires derrière elles. J'étais encore en train de traiter ce que j'avais trouvé quand j'ai entendu quelque chose qui n'était pas le vent. Un bruit métallique de grattement, rythmé et délibéré, venant de l'extérieur à travers une petite grille de ventilation près du plafond. Je pouvais à peine distinguer une silhouette se déplaçant dans la tempête. Grande, penchée en avant contre le vent, traînant quelque chose derrière elle. Le grattement s'est arrêté juste devant la porte. Puis il y a eu 3 coups, espacés régulièrement, patients. Pas le martèlement frénétique de quelqu'un désespéré cherchant un abri, mais calme, mesuré, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. J'ai retenu mon souffle, lampe torche éteinte, me pressant contre le mur le plus éloigné. Les coups sont revenus. Même schéma, même patience. Puis une voix, étouffée par le vent, mais assez claire. Je sais que tu es là-dedans, comme les autres. La voix avait une qualité plate. Aucune émotion, comme quelqu'un lisant un script. Ton camion ne va nulle part. Pas dans cette tempête. Pas vraiment, jamais. Une pause. Les autres pensaient qu'ils pouvaient attendre aussi. Pensaient que quelqu'un viendrait les chercher. Mais l'autoroute est fermée maintenant. Ne rouvrira pas avant des jours, peut-être des semaines. La poignée de porte a tremblé. Testée de l'extérieur. J'ai serré une des pelles rouillées, sachant à quel point elle serait inutile si cette porte s'ouvrait. Grégory a tenu 6 jours. La voix a continué, conversationnelle maintenant, comme si nous étions de vieux amis en train de discuter. Il n'arrêtait pas de parler de ses enfants, montrait leurs photos à quiconque voulait bien regarder. Bethany a tenu 4 jours. Elle a essayé de s'enfuir le 3e jour, a réussi à parcourir environ 90 mètres avant que le froid ne l'ait. J'ai dû la traîner en arrière. Le bruit de grattement est revenu. Quelque chose de lourd était repositionné à l'extérieur de la porte. Robert était intelligent. Il a essayé de marchander. Il a dit qu'il avait de l'argent, des connexions, des contacts dans les compagnies pétrolières, mais l'argent ne signifie pas grand-chose ici. La voix s'est rapprochée de la porte, peut-être pressée directement contre elle. J'ai observé ton camion pendant la dernière heure. Un Peterbilt, un beau camion. Logo Northstar sur la porte. Ils signaleront ta disparition éventuellement, mais d'ici là, la tempête aura tout recouvert. Un autre accident sur la Dalton. Ça arrive chaque hiver. Ma bouche était complètement sèche, mes jambes tremblantes alors que j'essayais de comprendre ce que j'entendais. Cet homme avait tué au moins 3 personnes, peut-être plus d'après les décomptes sur le mur. Voici ce qui va se passer maintenant, a dit la voix, maintenant ce ton étrangement calme. Tu peux ouvrir cette porte et nous pouvons parler de tes options, ou tu peux rester là-dedans et j'attendrai. Je suis très bon pour attendre. J'ai un endroit à environ 800 mètres d'ici, bien au chaud. Générateur, nourriture, tout ce dont j'ai besoin. Toi, tu as quoi? Peut-être quelques barres énergétiques. Cette cabane descend à moins 40 degrés Celsius la nuit. Les sacs de sel ne font pas très bonne isolation. La poignée a tremblé à nouveau, plus fort cette fois. Oh, et ne te donne pas la peine avec la grille de ventilation. Je l'ai déjà scellée de l'extérieur pendant que tu regardais ces portefeuilles. Le monoxyde de carbone de cette lampe va s'accumuler assez vite dans un espace aussi petit. J'ai levé les yeux vers la grille et j'ai pu voir quelque chose de sombre pressé contre elle de l'extérieur. Du tissu ou du plastique, je ne pouvais pas dire. La lampe de camping sur le seau n'était pas allumée. Mais si j'avais besoin de chaleur, si j'essayais de l'utiliser. 20 minutes, a dit la voix. C'est le temps que je te donne pour y réfléchir. Ensuite, je vais commencer à rendre ça inconfortable. Le bruit de grattement s'est éloigné de la porte, suivi de pas qui ont rapidement disparu dans le vent hurlant. Mon esprit tournait à travers les options, toutes mauvaises. Les portefeuilles dans mes mains appartenaient à des gens qui avaient été confrontés à ce même choix et étaient maintenant présumément morts. Mais quelque chose dans toute cette mise en scène me dérangeait. Si ce gars était un prédateur si réussi, pourquoi laisser des preuves dans la cabane? Pourquoi me laisser trouver les portefeuilles et les clés? Puis je me suis souvenu des gravures. Il ne s'arrête pas. Peut-être que ces mots n'étaient pas ceux de ses victimes. Peut-être que c'était sa frustration. Les nombres sous chaque véhicule ont soudain pris sens. Passagers. Il essayait de faire s'arrêter les véhicules, mais il continuait à rouler. La tempête était son opportunité, forçant les gens à quitter la route. J'ai fouillé dans mon sac d'urgence avec des doigts tremblants. J'ai trouvé les fusées éclairantes. 4. Pas grand-chose, mais peut-être assez. J'avais aussi mon couteau, un buck pliable que mon père m'avait donné 20 ans plus tôt. La cabane avait ses sacs de sel de déneigement, les pelles, quelques chaînes accrochées au mur. J'ai pris la chaîne la plus lourde, environ 1,8 mètres, et j'ai enroulé une extrémité autour de ma main gauche.
La porte s'ouvrait vers l'extérieur. Je me souvenais avoir lutté contre le vent pour la fermer. Si je pouvais bien calculer le moment quand il reviendrait. 15 minutes plus tard, j'ai entendu le grattement à nouveau. Plus proche, s'arrêtant à environ 3 mètres de la porte. Le temps est écoulé, mon ami. L'hiver ne se réchauffe pas. Puis est venu un son qui m'a tordu les entrailles. Un liquide éclaboussant contre les murs en métal, l'odeur âcre de l'essence coupant à travers l'air froid. Il arrosait la cabane. Dernière chance de sortir et de discuter, a-t-il appelé. Ou on peut faire ça à la dure. Je savais que j'avais des secondes pour décider. J'ai allumé les 4 fusées éclairantes en même temps, la lumière rouge remplissant la cabane d'ombres infernales, la fumée de soufre déjà épaisse dans l'espace confiné. Puis j'ai donné un coup de pied dans la porte avec tout ce que j'avais. Le vent l'a attrapé, la claquant grande ouverte, et j'ai jailli dans la tempête, les fusées dans une main, la chaîne balançant dans l'autre. L'homme a trébuché en arrière, pris au dépourvu. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé, portant un uniforme de service des parcs qui était clairement volé, trop grand pour sa carrure. Son visage était émacié, buriné, avec des yeux bleu pâle qui semblaient complètement vides. Il tenait un bidon d'essence dans une main, un pistolet de détresse dans l'autre. J'ai lancé 2 de mes fusées vers lui, le vent les envoyant tourner comme des toupies enflammées. Il a levé le bras pour les bloquer, et j'ai balancé la chaîne, attrapant son poignet. Le pistolet de détresse s'est déclenché, le projectile tirant dans la tempête. Nous sommes tous les 2 tombés dans la neige, roulant et luttant pour le contrôle. La jauge de carburant indiquait vide quand j'ai finalement repéré le virage pour Copper Falls. Un établissement si petit qu'il n'était même pas marqué sur le GPS monté sur mon tableau de bord. Epilogue Mystique. Les nuits d'hiver, les camionneurs qui passent près de l'abri d'entretien racontent entendre des grattements contre les murs en métal, comme s'il lui attendait encore sa prochaine victime. Certains jurent avoir vu une silhouette en uniforme, traînant quelque chose dans la tempête, avant de disparaître sans laisser de traces. Le vent se levait déjà quand nous avons tourné dans l'étroit chemin de terre menant à la cabane de Kevin, à environ 65 km à l'extérieur de Nome. C'était fin août 2013, et je travaillais comme chauffeur-livreur pour une entreprise minière depuis 2 ans. J'avais 32 ans, 6 mois après un divorce qui m'avait laissé avec des droits de visite le week-end et une montagne de factures d'avocat. Mais au moins le travail payait assez pour garder ma fille Claire dans son école privée à Anchorage. Les longs trajets de livraison entre notre bureau principal et les sites éloignés me donnaient généralement le temps de vider mon esprit. Juste moi, la route, et peut-être un podcast ou 2 pour rompre la monotonie. Ce jour-là, j'avais conduit pendant 8 heures d'affilée, et avec la prochaine station-service encore à 65 km selon mes notes, Copper Falls était ma seule option. Un vieux routier dans une aire de repos m'avait parlé de l'endroit des mois plus tôt, disant qu'il vendait du diesel à bas prix si on ne craignait pas un détour de 5 km sur une route de gravier qui vous ferait grincer des dents. L'établissement est apparu soudainement après un dernier virage dans la route, peut-être 20 bâtiments regroupés dans une clairière taillée dans une dense forêt d'épicéas. Une épicerie générale avec 2 anciennes pompes à essence devant, une poignée de maisons au toit de métal rouillé, une petite église blanche avec un clocher penché, et une école d'une seule pièce qui semblait n'avoir pas vu de peinture fraîche depuis l'administration Reagan. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait le grand-père de tout le monde, où la plus grande nouvelle était probablement qui avait attrapé le plus gros saumon la saison dernière. Mais le moment où j'ai roulé dans ce qui passait pour la rue principale, quelque chose m'a fait lever le pied de l'accélérateur. Il était 14 h un lundi. Un soleil éclatant, un temps parfait, pourtant l'endroit avait un poids, comme si l'air était plus épais. Chaque maison que je dépassais avait sa porte d'entrée entr'ouverte. Pas grande ouverte comme si elles avaient été abandonnées à la hâte, mais à moitié ouverte, de la manière dont on la laisserait si on sortait juste pour attraper quelque chose dans son camion et qu'on revenait tout de suite. À travers ces portes sombres, je pouvais apercevoir les détails ordinaires de vies interrompues. Une télévision encore allumée dans un salon. Du linge suspendu, immobile, sur une véranda arrière. Un bol d'eau pour chien posé sur une marche avant, l'eau encore fraîche et claire. Je me suis garé devant les pompes à essence. Le crissement du gravier sous mes pneus était incroyablement fort dans tout ce silence. Aucun autre véhicule nulle part. Pas même un vieux pick-up ou un quad garé à côté des maisons. Le lecteur de carte de crédit sur la pompe était enveloppé dans du plastique avec un panneau « Préposé en service », délavé par le soleil scotché dessus. Alors je me suis dirigé vers l'entrée du magasin, mes bottes de travail résonnant sur les marches en bois. La porte était calée ouverte avec un morceau de bois de chauffage, et à l'intérieur, je pouvais entendre le bourdonnement électrique des réfrigérateurs encore en marche. « Bonjour », ai-je appelé, ma voix sonnant étrange et plate, comme si le bâtiment avalait le son. Les lumières étaient allumées, le tiroir-caisse ouvert avec des billets encore dedans. Des billets de 20, de 10, de 5,
tous soigneusement rangés dans leur compartiment. Un sandwich à moitié mangé reposait sur une assiette en papier à côté de la caisse. Une bouchée manquait dans le coin. Le pain exposé était encore moelleux, pas desséché, pas rance, frais comme si quelqu'un l'avait posé là quelques minutes plus tôt. Le silence dans ce magasin était différent du silence ordinaire. Il avait du poids, une présence. Comme quand vous êtes dans une pièce et que vous savez que quelqu'un se tient juste derrière vous, même si vous ne vous êtes pas encore retourné. J'ai pris un billet de 20 dans mon portefeuille et l'ai laissé sur le comptoir. Puis je suis retourné dehors pour faire le plein moi-même. Les chiffres sur l'affichage analogique ancien cliquetaient lentement, chacun incroyablement fort. Et je continuais à balayer la rue vide du regard, les fenêtres sombres des maisons, attendant de voir quelqu'un, n'importe qui, sortir et demander ce que je faisais. Personne n'est venu. Quand je suis passé de l'autre côté du magasin pour trouver la pompe à diesel, j'ai remarqué l'abri du générateur, la porte grande ouverte, le moteur tournant encore, lisse et régulier. Au-delà, une maison avec sa fenêtre de cuisine faisant face au magasin. Et à travers la vitre, je pouvais voir une table mise pour le dîner. 4 assiettes, les couverts disposés soigneusement, de la nourriture encore dessus, de la purée de pommes de terre avec un morceau de beurre fondant au centre, des haricots verts qui semblaient croquants, une sorte de viande avec de la sauce. La vapeur ne s'élevait plus de la nourriture, mais elle n'avait pas non plus pris cette apparence terne que prend la nourriture quand elle est restée trop longtemps à l'air libre. Ma première pensée a été qu'il y avait peut-être une fuite de gaz, quelque chose qui aurait fait évacuer tout le monde rapidement. Mais il n'y avait pas d'odeur, pas de sirène, pas de véhicule d'urgence. J'ai même pénétré dans cette maison. La porte était ouverte de toute façon, et j'ai vérifié le poêle, électrique, éteint, tout normal. Le réfrigérateur bourdonnait, des photos d'enfants et de petits-enfants collés dessus avec des aimants de Fairbank et de Nom. Un calendrier sur le mur marqué avec des anniversaires et le rendez-vous chez le dentiste de Rutembleu pour la semaine suivante. Dans le salon, une paire de lunettes de lecture reposait sur l'accoudoir d'un fauteuil inclinable juste à côté d'une tasse de café encore tiède au toucher. Pas chaude, mais tiède comme si quelqu'un en avait bu peut-être 20 minutes plus tôt. Un livre de mots croisés était ouvert sur la table d'appoint, à moitié complété. Le stylo équilibré dans le pli entre les pages. La télévision était en sourdine mais allumée, le bandeau en bas défilant avec des mises à jour météo et des scores sportifs de ce jour même. J'ai dû vérifier 6 ou 7 maisons et elles racontaient toute la même histoire. Des vies mises en pause en plein action, comme si quelqu'un avait appuyé sur une pause cosmique sur tout l'établissement. Dans une maison, une baignoire était remplie d'eau, encore à peine tiède, des bulles accrochées au bord. Une serviette étalée sur le siège des toilettes. Dans une autre, une machine à coudre était là avec du tissu encore sous l'aiguille. Une ligne droite de points s'arrêtant brusquement en plein milieu d'une couture. L'église était la plus étrange. Des hymnaires ouverts sur les bancs. Le banc de piano repoussé comme si quelqu'un s'était levé en plein milieu d'une session de jeu. La partition pour Amazing Grace était toujours posée sur le pupitre. Mais pas de sac à main, pas de clé de voiture laissée derrière. Pas de téléphone portables oubliés sur les comptoirs. Quoi qu'il se soit passé, les gens avaient pris ces choses avec eux. Vers 16 heures, j'avais couvert tout l'établissement, appelant jusqu'à en avoir la gorge enrouée. Et le seul son qui me répondait était mon propre écho et le bourdonnement régulier de tous ces appareils encore en marche. J'ai décidé d'attendre dans mon camion jusqu'à la nuit. Peut-être que quelqu'un reviendrait. Peut-être qu'il y avait une urgence locale que je ne connaissais pas. Un exercice ou quelque chose comme ça. Le soleil ne se couche pas rapidement en Alaska pendant le mois d'août. C'est un long processus qui transforme tout en or, puis en orange, puis en violet profond. Je me suis assis dans mon camion garé devant l'épicerie générale, les vitres légèrement entr'ouvertes, mangeant un de mes sandwichs emballés, même si mon appétit avait complètement disparu. Vers 20 heures, alors que la lumière commençait enfin à s'estomper correctement, j'ai remarqué un mouvement dans ma vision périphérique. Mon cœur a fait un bond, mais quand je me suis retourné pour regarder, rien, juste ces portes d'entrée ouvertes, plus sombres maintenant, comme des bouches. Puis je l'ai revu. Un rideau dans une des maisons bougeant. Pas comme si le vent le faisait bouger, mais comme si quelqu'un l'avait frôlé de l'autre côté. Je suis sorti de mon camion, j'ai marché à mi-chemin vers cette maison, appelant « Je ne suis pas là pour causer des ennuis, j'avais juste besoin d'essence. Si quelqu'un est là, dites-moi juste que vous allez bien. » Rien. Mais alors que je me tenais là au milieu de cette route de terre, j'ai pris conscience d'un son. Pas tout à fait des voix, pas tout à fait du vent. Comme des chuchotements, mais sans mots. Juste le rythme et la cadence d'une conversation chuchotée venant de partout et de nulle part à la fois. Je suis remonté dans mon camion immédiatement, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré le moteur. La partie rationnelle de mon cerveau hurlait que je devais partir, juste conduire, m'inquiéter des explications plus tard. Mais il faisait nuit. La route de sortie était rude,
et je n'avais vu aucun autre véhicule depuis des heures. Si je tombais en panne ou sortais de la route, je serais complètement isolé. Et, je le sais, cela semble fou, mais j'avais besoin de savoir. Toute ma vie, j'avais été le genre de personne qui lit la dernière page d'un livre en premier, qui cherche les spoilers d'un film avant de le regarder. Je ne pouvais pas simplement m'éloigner de ce mystère. Alors je suis resté, moteur en marche, chauffage au minimum, observant ces portes sombres alors que les dernières lueurs du soleil disparaissaient. C'est alors que les chuchotements sont devenus plus forts. Toujours pas de mots que je pouvais distinguer, mais définitivement plus forts, plus insistants, comme si plusieurs conversations avaient lieu juste en dehors de la portée de la compréhension. J'ai allumé mes phares, balayant la rue avec, et pendant juste une seconde, j'ai juré avoir vu des formes. Pas des personnes exactement, mais des suggestions de personnes, comme si l'espace où les personnes auraient dû être était d'une manière ou d'une autre visible, délimité de la manière dont la poussière en mouvement dans l'air est visible. Mon téléphone n'avait pas de réseau. Il n'en avait plus depuis que j'avais quitté la route principale, mais j'ai essayé d'appeler le 911 quand même. Rien. La radio dans mon camion ne me donnait que des parasites sur toutes les stations, même la fréquence de diffusion d'urgence. Vers 22 heures, les chuchotements ont changé. Ils sont devenus plus organisés, plus comme une conversation où différentes voix prenaient tour à tour la parole, montant et descendant dans ce qui ressemblait presque à des questions et des réponses. Je pouvais le sentir autant que l'entendre, vibrant à travers le métal de mon camion, faisant mal à mes dents. J'ai attrapé ma lampe torche, une de ces grosses maglights qui peut aussi servir d'arme si nécessaire, et je suis sorti à nouveau. Le moment où mes pieds ont touché le sol, les chuchotements se sont arrêtés. Un silence complet, encore plus absolu qu'avant. J'ai marché vers la maison la plus proche, j'ai poussé la porte complètement ouverte avec la lampe torche, et je suis entré. La télévision était toujours allumée, toujours en sourdine, mais montrant maintenant des parasites. Le livre de mots croisés que j'avais vu plus tôt avait été déplacé, toujours sur la table, mais fermé. Le stylo posé soigneusement dessus. C'est alors que j'ai entendu des pas au-dessus de moi, à l'étage. Lent, délibéré, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit, mais échouait. Le plafond grinçait à chaque pas, suivant un chemin depuis ce qui devait être une chambre vers les escaliers. Je me suis tenu au bas de ces escaliers, le faisceau de ma lampe torche pointé vers le haut dans l'obscurité, et j'ai appelé une dernière fois. Je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Les pas se sont arrêtés directement en haut des escaliers. Je pouvais sentir quelqu'un là. Le poids de sa présence, le souffle retenu, l'anticipation. Mais le faisceau de ma lampe torche ne montrait rien d'autre qu'un couloir vide. Un tapis de couloir avec un motif de rose fané. Des photos de famille sur les murs. Puis, et je m'en souviendrai jusqu'au jour de ma mort, j'ai entendu la voix de ma fille, claire comme le jour, venant de ce couloir vide. « Maman, pourquoi nous as-tu quittés ?» Mais Claire était à des centaines de kilomètres de là, à Anchorage, en sécurité avec son père, et elle ne m'avait jamais appelé « maman ». C'était toujours « maman » ou, quand elle était très petite, « mama ». J'ai couru, pas marché, pas reculé prudemment. J'ai couru comme si ma vie en dépendait. J'ai défoncé cette porte d'entrée, trébuché jusqu'à mon camion, et j'ai démarré en trombe si vite que mes pneus ont projeté du gravier contre les devantures des magasins. Dans mon rétroviseur, éclairé par mes feux arrière, je les ai vus. Des gens, des dizaines d'entre eux, debout au milieu de la rue où, quelques secondes plus tôt, il n'y avait rien. Ils ne bougeaient pas, ne faisaient pas de signes, se contentaient de se tenir là à me regarder partir. Des hommes, des femmes, des enfants, tous parfaitement immobiles, tous parfaitement normaux en apparence, sauf qu'ils n'étaient pas là 10 secondes plus tôt. J'ai conduit ces 5 kilomètres de route de gravier plus vite que ce n'était prudent. Mon camion dérapant dans les virages, les branches grattant contre les côtés. Quand j'ai finalement atteint la route principale, je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne la ville suivante, à près de 80 km de là. Je me suis garé dans un restaurant ouvert 24h/24, mes jambes tremblant si fort que je pouvais à peine marcher, et j'ai demandé à la serveuse si elle avait entendu parler de Copper Falls, d'une urgence, d'une évacuation. Elle m'a regardé comme si j'avais demandé des nouvelles de l'Atlantide. « Chérie, a-t-elle dit, remplissant ma tasse de café pour la 3e fois, il n'y a pas d'endroit appelé Copper Falls par ici. J'ai vécu dans cette région pendant 40 ans. Je suis retourné le lendemain matin. Je sais que cela semble fou, mais je devais le faire. J'ai trouvé l'endroit où j'avais tourné, ou du moins où je pensais l'avoir fait. Mais il n'y avait pas de route, pas de panneaux en bois, rien. Juste une forêt intacte, des arbres qui semblaient avoir poussé sans être dérangés depuis des décennies. J'ai passé 3 heures à marcher dans ces bois avec un GPS, cherchant toute trace de cet établissement. Je n'ai rien trouvé. Pas de fondation, pas de ligne électrique,
pas même une clairière où des bâtiments auraient pu se tenir. Quand je suis retourné à Anchorage, j'ai vérifié chaque carte, chaque registre que j'ai pu trouver. Aucun Copper Falls, aucun enregistrement de son existence. Le vieux routier qui m'en avait parlé la première fois. Les autres camionneurs de cet arrêt ont dit qu'il était mort 5 ans avant que je prétende l'avoir rencontré. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Et parfois, tard le soir, quand je conduis sur ces longs tronçons vides, j'entends à nouveau ces chuchotements, juste à la limite de mon audition. Et j'appuie un peu plus sur l'accélérateur et je ne regarde pas dans mes rétroviseurs jusqu'à ce que je vois à nouveau des lumières de ville. Epilogue Mystique. Les nuits d'été, quand le soleil ne se couche jamais tout à fait, des voyageurs solitaires racontent avoir aperçu des lumières vacillantes entre les arbres, comme si Copper Falls existait encore, quelque part entre les mondes. Certains disent avoir entendu des chuchotements, des voix qui appellent par leur nom, comme si, eux, attendaient encore que quelqu'un les rejoigne.